Bienvenue dans Confidence d'entrepreneur. Ici, on vous dévoile de l'intérieur ce qu'un entrepreneur traverse lors d'une opération marquante de son parcours. Je suis Thomas Fertin, entrepreneur et surtout dirigeant du cabinet de fusion-acquisition Conseil, Finance et Transmission. Dans ce podcast, on rentre dans l'esprit d'un dirigeant d'entreprise et on essaye de comprendre sa vision de l'entrepreneuriat. Chaque mois, je vous plonge au cœur d'un récit d'un invité qui nous raconte son parcours jusqu'à une opération marquante. Cela peut être une vente, une acquisition, une association ou même l'ouverture d'une procédure collective. L'objectif sera de comprendre le changement de paradigme suite à cet événement, afin de mieux saisir ce qu'il a vécu. Aujourd'hui, je vous présente Pascal Roex, dirigeant repreneur de la menuiserie Battu, société familiale presque centenaire, vendue par la troisième génération de Battu lors de leur départ en retraite. Pascal est un ingénieur dans le domaine de l'aéronautique, mais surtout un homme de projet. Sa vie a été guidée par des opportunités toujours saisies au vol. Il n'a pas arrêté de changer de métier, mais avec un seul objectif en tête, reprendre une entreprise entre ses 35 et 40 ans. C'est maintenant chose faite, et on va axer notre entretien sur la conduite du changement, lorsqu'on est le premier dirigeant non membre de la famille, que l'on reprend une entreprise centenaire, avec 12 000 m² de bâtiment, pour 22 salariés. Je remercie Jérôme Forest, notre invité de l'épisode 4, de dirigeant d'entreprise en difficulté à propriétaire d'une société Inmonis, pour cette mise en relation. Si ce n'est pas déjà fait, jetez-vous sur cet épisode dans lequel Jérôme nous dévoile ses techniques pour retourner les entreprises qui vont mal. Bonjour Pascal, merci de nous recevoir ici. Bonjour Thomas. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter rapidement, s'il te plaît ? Alors je me présente, Pascal Roex, 40 ans, depuis quelques mois, papa de 4 enfants. Voilà, puis patron du groupe MLA, qui contient 2 sociétés, Gamme Agencement et Batut. Avant de rentrer plus dans le détail, comment est-ce que tu pourrais résumer ton parcours en une phrase ? Un parcours atypique. J'ai fait plein de choses différentes, de l'industrie, du conseil, et maintenant je fais de la menuiserie, de l'agencement. Donc on va en parler, mais j'ai fait plein de choses différentes dans ma carrière pro. Comment tu définis ton métier à tes enfants ? Papa, il fait des meubles, il agence l'intérieur de chez les personnes et dans les bâtiments publics. C'est souvent l'exemple que je donne notamment à mon petit garçon. Les meubles, c'est quelque chose qui lui parle. Tu as été un peu rapide au début sur ton parcours. Donc tu es ingénieur en process industriel Ouais, je suis ingénieur en matériaux et traitement de surface. Pour la faire très très simple, je travaille dans l'aéronautique. Il y a des pièces qui sont soumises à des environnements très sévères, notamment liés à la corrosion. Il y a des choix de matériaux à faire. Il y a des choix de ce qu'on appelle de traitement de surface pour augmenter la protection à la corrosion sur ces pièces. Et ça, c'est ma formation de base. Donc, j'ai travaillé beaucoup dans l'aéronautique. Donc, tu as démarré dans l'aéronautique. Tu es passé par le recrutement au bout d'un moment. C'est ça. Et aujourd'hui, tu diriges une société de menuiserie. Parcours un poil atypique. Exactement. Exactement. Quand on a préparé ce podcast, tu as démarré en me disant que tu as démarré ta carrière chez Figeac Aéro et que ton premier patron était un grand monsieur, tu as utilisé le terme. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, déjà rapidement ce que tu faisais ? Et c'était Jean-Claude Maillard, c'est ça ? C'est exactement ça. Pourquoi est-ce que Jean-Claude Maillard est un grand monsieur ? Alors, moi, j'ai démarré ma carrière, j'étais tout jeune ingé. J'avais fini mon stage de fin d'études, donc je prends mon premier poste chez Figeac Aéro, qui était à l'époque une entreprise qui n'était pas du tout de la taille de ce qu'elle est actuellement. Et il me recrute, donc jeune ingénieur pleine certitude, avec mes 22 ans tout mouillés, on va dire, pour créer un atelier de traitement de surface dans ce qui était mon métier. Le concept, c'était assez simple, c'est qu'aujourd'hui, il fabriquait des pièces aéronautiques, il sous-traitait les opérations de traitement de surface et il voulait internaliser le process pour réduire ses cycles, maîtriser ses coûts. Et c'est quelqu'un, moi, qui m'a beaucoup marqué, même si j'ai travaillé peu de temps à ses côtés. C'était quelqu'un de visionnaire et avec un courage entrepreneurial, mais absolument démentiel. J'ai assisté à des réunions avec des clients comme Airbus où il était capable de faire des choses, de leur dire, mais je vous prends, on appelle ça dans l'aéronautique des hors package, des ensembles complets qui valaient plusieurs millions. Il fallait faire voir des dizaines de millions d'investissements. Alors que c'était une petite boîte, à l'époque, il faisait quelques dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Et je l'ai vu investir sur des choses comme ça, des trucs absolument formidables, quoi. Il arrivait avec un bagou énorme, un sens du commerce, il connaissait toutes les ficelles. Il arrivait à décrocher des contrats que d'habitude que des gros équipementiers arrivaient à avoir. Ben lui, sa petite boîte, il arrivait à les prendre. Et puis il a fait comme ça, il a créé des sites un petit peu partout dans le monde. Et maintenant, c'est une success story. Ils ont des sites sur tous les continents. Ça pèse plusieurs centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Il a fait ça assez vite, puisqu'il a créé en 1989. Et là, on est en 2025 et il a un empire, quoi. Et donc, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup marqué, même si j'ai travaillé peu de temps à ses côtés. Tu y es resté 2 ans, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et pourquoi tu en es parti finalement ? Si c'était parce qu'il t'a donné beaucoup de responsabilités très vite, je crois. Alors il m'a donné beaucoup de responsabilités très vite. La seule chose, c'est qu'à la fin, il avait un budget, un projet en tête qui n'était pas compatible avec la réalité du terrain. C'est-à-dire qu'il était en train de grossir, il travaillait beaucoup sur des contrats. C'est un projet qui pesait quasiment 10-12 millions d'euros et c'est pas ce qu'il avait estimé à l'époque en termes d'investissement.
Et j'ai rapidement compris qu'il était vraiment en train de croître, de prendre marché sur marché. Et ce projet-là allait arriver au second rang et qu'il n'était pas en capacité de le réaliser à court terme. Et j'ai eu une autre opportunité, je suis rentré, on va en parler, dans un grand groupe qui s'appelle Safran. J'ai eu une opportunité que j'ai saisie et je le regrette pas maintenant. Et le projet en question pour lequel j'ai été embauché en 2007, c'est toujours pas fait alors qu'on est en 2025. Donc bon. Le projet de Figeac ou le projet de Figeac. Le projet de Figeac. Le projet de Figeac, c'est pas fait. C'est pas fait. Il a fait des acquisitions, il a fait de la croissance externe. Mais le projet proprement dit pour lequel j'avais été embauché, toujours pas vu le jour, mais il a fait d'autres choses bien plus conséquentes depuis. Donc tu es allé chez Safran. Parcours d'ingénieur assez classique. Tu as évolué tous les 2 ans, un nouveau poste. Tu es relativement rapidement passé directeur d'atelier. Est-ce que tu peux nous brosser un peu ton parcours chez Safran ? Alors chez Safran, c'est une entreprise qui est absolument géniale pour des jeunes ingés. Moi, j'ai appris plein de choses, j'ai fait plein de métiers différents, j'ai travaillé donc à la base dans mon métier, le traitement de surface, mais j'ai fait de la qualité, de la R&D. J'ai fait du projet, donc le projet que j'ai pas pu faire à Figeac Aero, j'ai pu le faire à Safran sur le site de Toulouse. Donc on a créé un atelier de traitement de surface. À ce moment-là, j'ai rencontré un DG, quelqu'un également qui a été assez marquant. Enfin, mon parcours professionnel, c'est quand même beaucoup de rencontres, essentiellement des rencontres. Et je lui dis, on pourrait créer une business unit beaucoup plus grande, c'est-à-dire on fait du traitement de surface, on peut aussi travailler sur la maintenance des moteurs, parce qu'on était en forte croissance sur la maintenance de ces moteurs. Et on a créé une business unit de zéro. Et on a créé le bâtiment, on a créé les process. Et donc me voilà à 29 ans, on a créé tout ça. Donc c'était un projet qui pesait à l'époque 6 ou 7 millions d'euros. Un investissement relativement conséquent, puisque la boîte n'avait pas investi des montants comme ça, tout de même ce site-là depuis quasiment 10 ans. Et quand on a terminé à 29 ans, il m'a dit, tu sais ce que tu as fait, c'est vraiment bien, mais maintenant tu vas devenir le patron. Donc je me retrouve à 29 ans propulsé, patron d'une business unit, à traiter toute la partie MRO, avec 40 personnes à manager, et j'avais jamais fait ça avant. MRO, tu peux définir MRO, pardon, c'est Maintenance, Repair and Overhaul, c'est tout ce qui va être maintenance des moteurs, puisque nous on fabriquait des équipements aéronautiques, notamment pour le marché de la défense. Et tu m'as dit que ça avait amené un changement de management assez important pour toi, parce que finalement tes collègues d'hier et tes plus ou moins managers d'hier sont devenus tes collabs. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Alors il y a eu 2 choses. J'étais le plus jeune à avoir ce type de poste. Parce que vous savez, des entreprises comme Safran, c'est super pour des jeunes ingénieurs, mais il y a un peu des tranches d'âge. Il y aura toujours l'exception qui confirme la règle, mais il y a un peu des tranches d'âge. À partir de 35 ans, on peut prétendre à des types de postes, 40 ans, à d'autres types de postes. Et si on a malgré tout un bon diplôme d'ingénieur, ça compte aussi. Mais je me suis retrouvé propulsé à manager une équipe assez conséquente, avec des gens qui étaient mes pairs, mais qui sont devenus des gens qui étaient dans mon équipe, sous mon équipe. Et surtout, j'ai découvert quelque chose des grands groupes, c'est l'aspect, on va dire, politique de ce type de poste. Et ça, c'est pas trop mon fond de commerce, on va dire. Donc c'est là où j'ai rencontré quelques écueils, ce qui va expliquer la suite de mon parcours. Qu'est-ce qui a forgé ton succès chez Safran et le fait que tu as évolué aussi vite ? Alors, je pense qu'il a forgé mon succès, c'est que j'ai toujours été quelqu'un d'entrepreneur. J'ai jamais eu trop de freins intellectuellement. Moi, quand je suis sorti de mon diplôme d'école d'ingé, on en parlera plus tard, mais entre 35 et 40 ans, j'ai dit j'aurai ma boîte. J'ai toujours voulu ça, donc j'ai pas eu peur. On m'a confié des projets assez conséquents. Je voyais que l'opportunité, je voyais pas forcément les risques. Et comme je le dis, j'ai rencontré un DG qui a été assez marquant, donc il m'a pris sous son aile. Et puis chaque fois, il me donnait des sujets de plus en plus conséquents et je les prenais et j'avançais. Je fais des erreurs, comme tout le monde. Mais c'est ce qui a expliqué ça chez Safran. J'étais sur une entité où on était 500 personnes. Donc ça restait à taille humaine. Mais on va pas se mentir, à la force de frappe d'un Safran qui pèse plusieurs milliards. Donc il y avait des budgets, on pouvait faire quand même des choses très très sympas. Pourquoi tu n'as pas continué chez Safran finalement ? Tu en es parti au bout de 7-9 ans ? 7 ans, ouais. 7 ans. J'en suis parti de chez Safran, mais j'en ai touché un mot précédemment, c'est la dimension politique du poste. Je suis un peu caricatural, mais j'étais presque plus jugé sur la qualité du mail que j'allais faire en réponse à mon N+1, N+2 que sur mon travail au quotidien. J'avais certaines idées, alors pas toutes bonnes, mais j'avais certaines idées que je partageais et j'étais bridé. Et ça, je le supportais pas. Donc du coup, je savais que me battre seul contre le système, ça allait pas marcher. Donc je préférais partir à ce moment-là. Tu es directement allé dans le recrutement en suivant. Comment ça s'est fait ? Comment tu passes d'ingénieur, directeur de business unit à faire du recrutement à Toulouse ? Là, je me souviendrai toujours d'une image de mes parents quand je leur dis je quitte Safran, je suis patron de BU, vous savez quoi, je vais partir dans un cabinet de recrutement et de chasse de tête anglais qui ouvre un bureau à Toulouse, on part de zéro. Là, je me souvenais toujours du regard de ma mère qui me dit mais qu'est-ce que tu fais ? Excusez-moi, c'est un peu péjoratif, mais t'as craqué, mais qu'est-ce qui se passe ? Et comme je le dis, c'est une rencontre avec une personne. Donc chez Safran, je pense que j'étais au bout du chemin. Je rencontre un cabinet de recrutement qui s'appelle Philippe, le patron à l'époque. On échange tous les deux par rapport à ce que je cherche, etc. Et puis on finit l'entretien, il me dit j'ai un poste pour vous. Je dis mais vous êtes formidable, on a discuté même pas une heure, vous me trouvez déjà un poste. Il me dit vous allez nous rejoindre. Je dis pardon,
Je lui dis, mais moi je suis ingé, j'ai fait de la prod, j'ai fait des matériaux, de l'aéronautique, je vais faire du recrutement de la chaise de tête. Je vois pas du tout le lien là. Il me dit, si, moi je le vois bien, vous avez le même profil que moi. Et il me dit, nous aujourd'hui on ouvre une antenne à Toulouse. Le marqueur de Robert Walters, c'est avoir des consultants qui arrivent du terrain, qui connaissent leur métier. Donc on va ouvrir une practice finance où j'ai embauché quelqu'un qui faisait du contrôle de gestion. On va ouvrir une practice ingénieur et je veux que ça soit vous parce que vous connaissez le métier, vous l'avez fait et vous allez partir de zéro. Et là, si vous voulez, il y a un truc qui fait tilt dans ma tête, c'est que je me dis, t'as toujours voulu avoir ta boîte, tu peux te lancer dans l'entrepreneuriat en fait, sauf que malgré tout t'es salarié, puisque moi à l'époque j'avais quand même 2 enfants, j'ai dit, qu'est-ce que je risque, c'est de réussir et j'y vais. J'avais jamais fait de commerce, à part l'aéro je connaissais rien, et j'ai dit, bon allez je le tente. Et c'est cette rencontre-là qui m'a fait faire le grand saut, et puis après on verra, ça un truc qui m'a beaucoup servi. Qu'est-ce qui fait, selon toi, que tu as toujours voulu entreprendre ? Est-ce que c'est que tu avais un background familial est-ce que tes parents sont entrepreneurs ? D'où ça te vient Alors mes parents ne sont pas du tout entrepreneurs. Mes grands-parents du côté de mon père avaient des commerces. Donc mes parents, je pense, n'ont pas été entrepreneurs justement à cause de mes grands-parents, parce qu'ils les ont vus tout le temps travailler. Donc ils voulaient surtout pas faire ça. Moi, j'ai toujours voulu être mon propre patron, avoir une certaine liberté. Et c'est tout le temps quelque chose qui m'a animé. Je prenais pas mal d'initiatives quand j'étais gamin, j'organisais des trucs, je faisais du rugby, souvent j'étais capitaine, j'étais tout le temps leader, tout le temps devant, c'est tout le temps quelque chose qui me plaisait. Et j'ai toujours voulu faire ça. C'est naturel chez moi, j'aime toujours prendre le lead sur les choses, quoi. Et c'est ce qui, à l'opportunité Robert Walters, ça fait, j'ai pris ton destin en main et j'ai plongé dedans. Donc chez Robert Walters, tu as été pendant 4 ans. Comment ça s'est passé ? Enfin déjà, comment tu passes du poste d'ingénieur au poste de recruteur ? Tu as dû recruter une équipe, j'imagine ? Comment ça se passait ? Alors comment ça se passe au début ? Il y a le patron du bureau, donc Philippe, que j'ai rencontré, un collègue au niveau finance. Il y a donc moi sur les parties ING. Donc au début, j'apprends. J'apprends à faire du commerce. Je sais pas comment on fait. Je sais pas comment on prospecte. Je sais pas comment on rencontre un client. Et je me souviendrai mes premières missions, parce que j'avais ce qu'on appelle du pipe, j'avais déjà des premières missions. C'était recruter des profils d'ingé pour Continental Automotive à l'époque. C'était que du software, que de l'informatique. Je comprenais même pas les mots qu'il y avait dans l'annonce. Donc là, il y avait qu'une solution, bosser, poser des questions. Je recevais des candidats, je posais plein de questions un peu candides et béotiennes, en disant, et ça, voilà, vous avez cette compétence-là, vous pourriez m'expliquer. Et je pompais de l'info, je cherchais sur Internet. Et c'est un métier où il faut faire beaucoup de bruit, entre guillemets. C'est rencontrer des gens, parler, faire son réseau. Et une fois qu'on avait le réseau, au bout d'un moment, il y a des choses qui vous arrivent, vous savez même pas à la graine où c'est que vous l'avez planté, ça revient à vous. Donc c'était du boulot, beaucoup de questions, de la curiosité, et ça s'est fait assez vite, puisqu'à l'époque, on est en 2019, le marché il est plutôt porteur. Et ça marche assez vite en fait. Et j'avais ce côté différenciant par rapport à des concurrents ou des confrères, c'est que moi je connaissais le métier. Donc quand j'ai discuté avec un patron des opérations où on parlait d'un travail d'ingé au quotidien, je le connaissais parce que j'étais moi-même ingé. C'est quelque chose qui m'a aidé en termes de légitimité par rapport aux candidats ou par rapport aux clients parce que j'étais issu du Sérail en fait. Mais entre Figeac et Safran, tu as été en contact avec des clients ou pas ? Non. Chez Figeac, un peu. C'était des clients plutôt projet. Chez Safran, de manière opérationnelle. C'est-à-dire, voilà, on va vous livrer tel moteur, telle date, etc. Mais je n'avais pas toute la gestion commerciale. Donc, décrocher les contrats, négocier, tout ça, je le faisais pas. Donc, tout ça, j'ai découvert chez Robert Walters. Je suis parti de zéro, là. Et ça t'a fait quoi, ton premier rendez-vous client ? J'avais peur. J'avais peur parce que surtout, comme je vous dis, je travaillais avec Continental sur un truc où je comprenais rien. Et le mec, il faisait appel à nous. Robert Walters, c'est un cabinet qui a une très belle renommée, implanté partout dans le monde. Donc, pour eux, ils faisaient appel à Robert Walters. Ils attendaient du 5 étoiles, quoi. Et moi, j'arrivais, je connaissais que dalle, quoi. Donc c'est beaucoup d'écoute, des questions très très ouvertes. Je m'étais préparé à ça, poser beaucoup de questions ouvertes, reformuler, des fois dire excusez-moi, je me permets d'appuyer un petit peu sur ce point pour être sûr que j'ai bien compris. Ouais, on précise. J'ai fait que comme ça. Et je me souviens à la fin quand on a fini, on a recruté 12 personnes. C'était le codir de cette BU. À la fin, le mec me dit, je sais pas, ça me bout de 6 mois, on a fini, on a recruté les 10 personnes. Et il me dit, je me souviens de notre premier entretien, c'est la première fois que je vois une personne aussi curieuse et qui connaissait autant son sujet, alors que je connaissais absolument rien. Je posais que des questions ouvertes, je reformulais et je me suis sorti comme ça en fait. Ouais, au culot, et puis ça a marché après. J'ai fait beaucoup comme ça, et puis après on arrive à avoir un bagage, on a des automatismes qui naissent. Mais je me souviendrai, il m'a dit, ouais, j'ai rarement vu quelqu'un d'aussi calé alors que je comprenais rien à ce qu'il me disait au début. C'est comme ça qu'on a fait. Et qu'est-ce qui fait que tu as stoppé cette aventure-là aussi ? Toujours pareil, des histoires de rencontres. Donc moi, j'ai démarré, j'étais consultant. 3 ans et demi après, j'étais patron du bureau. On était 10 salariés. Moi, je gérais le Grand Quart Sud-Ouest, donc Bordeaux, Limoges, Montpellier. C'était un poste intéressant. Je rencontrais pas mal de choses, mais moi, j'ai besoin c'est ma qualité ou mon défaut d'être nourri intellectuellement. Et j'avais la sensation que j'avais fait un peu le tour de la question. Et je recrute un DG pour un groupe qui s'appelle Satis. Le DG, il s'avère que c'est quelqu'un que je connaissais de Safran, quelqu'un avec qui je m'entendais bien. On le recrute, on le met en position. Et je lui fais part que je commence à être au bout du chemin, je vais commencer à peut-être chercher autre chose. Et puis un jour, mon téléphone sonne. Le candidat que j'avais mis en tant que DG m'appelle, il me dit
on crée une BU, il me faut un directeur général adjoint, qui est une dimension business et qui connaisse le traitement de surface. Tu coches toutes les cases. Viens me voir. Et là, j'ai 33 ans. Je le rencontre, donc on échange, je fais un process de recrutement. Et là, 25 millions, 500 personnes, 3 sites, des clients partout en Europe. Et là, c'est pareil. Je lui dis, mais t'es sûr? Parce qu'on se connaissait bien quand même. T'es sûr? Je peux tenir le poste? Ah non, mais je suis au Connote. En avant. Et voilà. Et c'est comme ça que je suis parti de Robert Walters et j'ai fini DG à 33 ans avec 500 mecs. Voilà. C'est pareil, une question d'opportunité. Je dis, qu'est-ce que je risque? Je l'ai tenté. Voilà. Et comment ça s'est passé? Alors comment ça s'est passé 2019? Bien, franchement, on développe la partie commerciale, je prends mes marques, je travaille donc, parce que moi j'étais DG adjoint, je travaille avec mon DG, ça se passe bien, pas de souci de ce côté-là. Et 2020, ça n'échappe à personne, crise du Covid, le chaos absolu. Le jeudi, on travaillait pour augmenter nos effectifs. Samedi, après l'annonce du shutdown par Macron, on réfléchit à un plan de licenciement. Donc là, ça c'est une expérience qui me sert encore tous les jours. On gère un truc absolument ingérable à ce moment-là. C'est-à-dire, intellectuellement, il faut totalement se reconfigurer et préparer des plans sociaux, des départs volontaires et comment on va gérer, parce qu'on ne sait rien en fait. Donc, moi, c'est un métier que j'ai fait pendant 2 ans et on va en parler derrière, mais c'est au moment où il y a cette crise, alors au début très opérationnel pour pouvoir reprendre une activité, bien moindre que celle d'avant. Et à ce moment-là, je me dis, Pascal, je vais avoir 35 ans, je me dis, tu t'étais dit entre 35 et 40 ans que tu aurais ta boîte, tu as construit ton parcours pro pour avoir fait un peu de tout, avoir une vision globale, c'est une grosse crise. Comme toutes les crises, ça va tomber bas, mais ça va remonter. Maintenant, il faut que tu joues la tienne. Et donc, c'est à ce moment-là, en pleine crise du Covid, alors qu'on gère un truc vraiment compliqué, où je dis maintenant, il faut te lancer, prépare un truc pour pouvoir reprendre une boîte. Alors justement, pourquoi reprendre et pas créer par exemple? Parce que je suis pas patient. Créer une boîte, je suis très admiratif des gens qui créent des boîtes, parce qu'il faut savoir pendant 2, 3, 4 ans, ils bossent et ça marche pas de suite. Et moi, je voulais une reprise d'entreprise parce que j'étais habitué à avoir des staffs assez conséquents à gérer. Et je voulais une entreprise au minimum de 15-20 personnes pour avoir déjà un premier socle, pour pouvoir mettre ma patte sur la boîte et pouvoir la faire démarrer et la développer plus vite. C'est pour ça que je voulais reprendre et pas créer. Donc, tu es ingénieur surface et traitement de surface. Tu as un gros parcours dans l'aéro et finalement, tu te retrouves à reprendre une menuiserie. Qu'est-ce qui s'est passé là? Alors là, c'est la deuxième fois où ma mère me regarde en me disant t'es barjot. Mon frère est charpentier traditionnel. Et quand je dis à mes parents, donc là à nouveau, je suis DG, j'ai une bonne position, c'est important pour mes parents, ils ont entre 75 et 80 ans pour eux la position sociale et tout. Enfin, c'est un truc, c'est un peu important. Mon fils il a réussi, etc. Et là, j'avais un chouette poste et je dis à ma mère, je vais reprendre une menuiserie. Voilà, la pauvre, j'ai cru qu'elle allait me faire un arrêt cardiaque. Pourquoi je fais ça? C'est l'aéronautique, c'est un milieu sensationnel, on apprend plein de choses. Par contre, c'est quelque chose où je le dis assez facilement, il y a trop d'ingénieurs en fait, il y a trop de gens qui réfléchissent. Donc c'est très normé, c'est assez lourd. Et au quotidien, vous battez un petit peu contre toutes ces normes, si je peux dire ça comme ça. Et je voulais quelque chose de beaucoup plus agile et quelque chose qui me parle. De dire au quotidien, par exemple, j'ai fabriqué un meuble, j'ai fabriqué un ouvrage, je le touche, je le vois, quoi. Et j'ai toujours eu une appétence pour le bois. Et puis c'est des questions d'opportunité. J'ai commencé à chercher, j'ai trouvé cette boîte qui était, là j'ai eu de la chance géographiquement pas très loin de là où j'étais domicilié. Et ça s'est fait comme ça en fait. Alors on va juste rétro-pédaler un tout petit peu, mais tu m'as dit un truc hyper intéressant. Tu m'as dit, je savais comment acheter une boîte, mais pas comment la reprendre. Exactement. Mon job quand j'étais chez Satis, c'était un groupe qui était basé sur la croissance externe. Donc on faisait ce qu'on appelle des due deals. On analysait des entreprises pour voir si on pouvait les racheter, etc., quel était l'intérêt. Donc, nous, on avait une armée, on avait des financiers, des juristes, on pouvait se faire accompagner de cabinets, etc. Donc, moi, j'arrivais vraiment avec l'angle business en disant, cette entreprise, elle a un intérêt, voilà ce qu'elle peut nous apporter. Par contre, toutes les démarches, les LOI, tout ça, honnêtement, j'y connaissais rien. Et donc, comme je l'ai dit, quand j'ai voulu jouer ma propre carte, comment on fait pour acheter une boîte? Mais en fait, la réponse, je savais pas comment on faisait pour acheter une boîte. Je savais qu'il fallait aller voir le banquier, il fallait visiter des boîtes, mais il me manquait un paquet d'étapes quand même. Donc c'est là où je me suis formé à la reprise d'entreprise. Il y a des choses qui existent au niveau des CCI pour savoir tout ce qu'il faut faire. Il faut un expert comptable, il faut un avocat à nos côtés, comment on analyse un bilan, comment on fait le tour d'une boîte, tout ça je l'ai appris. Parce que je savais pas comment on faisait pour reprendre une boîte. Tu sais, surtout le changement de paradigme entre personnes morales et personnes physiques. C'est-à-dire que tu as un budget d'acquisition, j'imagine, quand tu es dans ces grosses boîtes-là. Et tu te dis, ça rentre dans le budget. Alors, je schématise à l'extrême, c'est volontaire. Mais tu te dis, ça rentre dans le budget, donc on se pose pas trop de questions, on y va. Tant que les due deals sont bonnes, c'est que c'est bon. Là, c'est ton argent, t'as pas le droit de te louper. Parce qu'en plus de ça, c'est que si ça se loupe, tu te loupes aussi en tant qu'individu, personne physique. C'est-à-dire que c'est toi, ta famille qui est impactée. Alors oui, et ça, c'est là où la formation à la reprise d'entreprise m'a aidé. Parce que j'ai découvert ce qu'était la personne morale, au sens propre,
Et ça m'a beaucoup aidé. Pourquoi je vous dis ça? C'est que j'ai appris, on fait une holding de reprise, on fait une personne morale qui reprend une société, pas une personne physique. Sous-entendu, si la société, ça se passe pas bien, mais on vient chercher la personne morale, donc la société, pas moi à titre personnel. Les cautions personnelles, ou pas. Donc là, c'est pareil, on ne va pas me chercher à titre perso, mais on vient chercher les sociétés. C'est tout ça que j'ai appris, qui était tacite, en fait, quand j'étais chez Satis, parce que tout ça, en fait, c'était écrit, c'était une boîte qui a énormément grandi par croissance externe, mais je savais pas tous les mécanismes, en fait. Donc c'est là où j'ai appris, et après, il y a un truc qui est très vrai dans ce que tu dis, c'était sous. Et moi, je me souviens, à 24 ans, j'ai acheté mon premier appart et je m'étais dit, cet appart, quand tu auras 35 et 40 ans, tu le vendras, ça te fera ton apport perso pour acheter ta boîte. C'est exactement ce que j'ai fait. J'ai vendu l'appart et ça a fait mon apport perso pour la boîte. C'est génial. C'est comme ça que j'avais fait. Tu vois, c'est amusant parce que on croise dans notre métier beaucoup de gens qui veulent reprendre des entreprises, des MBI, des repreneurs personnes physiques. Souvent, c'est des cadres, ingénieurs ou commerciaux qui veulent reprendre une entreprise, une PME familiale en région, qui ont fait partie d'entreprises, qui ont racheté une quarantaine d'entreprises ou que sais-je. Et ils viennent avec beaucoup de conviction et ils se rendent compte un peu au fur et à mesure que finalement c'est pas si facile que ça quand ça te concerne toi directement, que tu as moins de moyens, etc. Et que tu fais un peu all-in sur la table. Quel est le conseil que tu leur donnerais? Moi, j'ai rencontré une personne qui a repris une boîte, qui m'a dit un truc qui m'a marqué et que je dis beaucoup aux gens. Alors, c'est pas pour dégoûter les gens de le faire, ce que je vais vous dire, mais c'est raisonner au début avec un scénario trash. Dans le sens, ça va être dur, vous allez beaucoup travailler, c'est pas évident de reprendre, etc. Pour vous et, je mets bien le et votre entourage. Et moi, je sais, c'est que j'avais beaucoup préparé mon entourage à ça. J'avais dit, je vais reprendre ma boîte, au début ça va être compliqué, je vais beaucoup travailler, ça va avoir un impact sur ma vie perso, etc. Et ça s'est pas produit comme ça, j'ai eu de la chance, j'arrive à me dégager du temps pour ma famille et tout. Mais ça a eu une vertu, c'est, si vous voulez, votre entourage, il sait, il est à vos côtés et il suit. Parce que j'ai eu beaucoup de cas de gens autour qui ont des super postes, je vais prendre des exemples chez Airbus, ils gagnent beaucoup d'argent, qui ont un certain confort. Et quand on dit demain, je repars sur une petite boîte, mon salaire il est divisé par 4 et je bosse 6 jours et demi sur 7, tout explose en fait. Notamment l'aspect perso. Et l'aspect perso, quand on reprend une boîte, moi je trouve quelque chose d'essentiel. Alors moi j'ai 4 enfants, donc j'ai le temps de m'occuper à titre perso. Mais ça m'aide vachement en fait. Ça fait soupape et surtout votre conjoint ou conjointe, elle sait, elle est préparée, elle sait qu'à un moment donné ça va être très très important dans votre vie, dans votre quotidien, dans vos décisions, sur un moment donné vacances par vacances. Ouais. Vaut mieux raisonner sur un scénario un peu trash au début, quitte à ce que ça se passe mieux, mais au moins les gens, que ça soit vous êtes configuré intellectuellement, ou l'entourage, il sait. Et derrière, ça vous aide, ça vous met confort, quoi. Parce que ça génère attention après. Alors j'en ai parlé aussi dans d'autres épisodes, mais le CRA, toi tu as fait la formation à la CCI. J'ai fait la formation à la CCI Occitanie, ouais. J'ai pas fait le CRA, moi. Ok. Et donc, j'imagine que tu as côtoyé des gens du CRA, parce que vous êtes tous un peu dans les mêmes soirées quand vous recherchez des sociétés, en tous les cas. Comment est-ce que tu définirais la formation de la Chambre de commerce et d'industrie par rapport à la formation CRA? Parce que vous êtes beaucoup plus rare à faire la formation CCI. Alors, c'est une CRA, c'est 3 semaines. CCI, c'est 6 jours. Donc, c'est beaucoup plus condensé. CCI, en fait, ce qu'il faut voir, c'est on nous donne plein d'outils. Il y a des interventions d'un avocat, de quelqu'un qui faisait la transaction M&A, une dame qui s'occupait de tout ce qui était les volets RH pour les audits sociaux, différents types d'intervenants. Et ça vous permettait d'avoir toutes les étapes pour une reprise d'entreprise avec des focus particuliers. Et l'idée, c'est de dire, je te donne le bagage un minimum. Moi, je l'avais payé, alors c'est plus le DIF maintenant, c'est le truc en forme de formation personnelle. Ouais. Et c'est comme ça que je me suis financé, donc ça m'a rien coûté en fait. Et ça m'a permis. Pour la formation CRA, c'est 2 ou 3 000 euros. Ouais, je crois. Enfin, ça, après, moi, je sais pas parce que je l'avais pas cherché. Mais du coup, ça m'avait donné tout le bagage. Et après, moi, je suis quelqu'un qui, naturellement, je vais investiguer tout seul. Une fois qu'on me donne la trame, je vais aller rencontrer des gens, je vais comprendre, je vais fouiller et je vais m'en sortir. Donc, la CCI, moi, ce que j'avais aimé, c'était relativement court, compact. J'avais quelques acteurs clés, j'avais la trame. Et après, je me suis débrouillé tout seul. Mais le CRA, après, j'ai un confrère qui fait le même métier que moi, qui a fait la formation CRA, et qui lui m'en dit que du bien, parce qu'il me dit vraiment là, le truc, il est hyper tracé, hyper fléché, et t'as tout le tenant et les aboutissants de toutes les étapes. Ouais, après, il a passé 3 fois plus de temps en formation que moi, donc c'est normal, quoi. Heureusement que c'est plus Heureusement, exactement. Et alors j'ai envoyé une demande au CRA pour faire un épisode spécial sur eux, un hors-série. Je vais arriver à les convaincre pour faire un épisode spécial pour justement les mettre plus en valeur. Donc tu as repris l'entreprise, une première entreprise, l'entreprise Battu, où nous sommes, qui est une entreprise assez incroyable à voir. Il y a beaucoup de bâtiments. C'est très grand. Moi, j'ai 2 chiffres pour la définir. Plus de 90 ans, 3e génération cédante. Comment est-ce que déjà, pour commencer, tu as entendu parler du dossier ?
Alors comment j'entends parler du dossier? Moi j'avais pris un Transac M&A qui m'accompagnait pour chercher une boîte. Donc on commence à regarder des entreprises et un jour moi je suis sur Fusac et j'avais des alertes sur toutes les boîtes à vendre et je vois une boîte de menuiserie d'agencement dans le Tarn-et-Garonne et je lui en parle. Il me dit je la connais très bien cette boîte, j'ai le mandat à la vente. Ah bon? Je dis pourquoi tu m'en as pas parlé? Et il me dit bon il faut un certain niveau d'apport etc. Donc c'est via lui que j'en entends parler et on organise une rencontre. Et comme voilà, je fais le tour du site. Le site, comme tu l'as dit, il est immense, il est très très grand. Donc ça me pose des questions parce que je me dis 20 personnes, 14 000 m², le ratio, c'est pas celui que j'ai en tête. Mais je vois une boîte 90 ans, ce que j'appelle une belle endormie. On en parlera derrière. C'était une boîte qui avait une très belle notoriété, il y avait une grosse histoire, mais qu'il fallait moderniser, dynamiser, développer. Et ça, c'est un truc qui me parlait. J'ai dit ça, tu peux le faire. J'ouvre une parenthèse, mais ça m'intéresse. Tu es le premier invité qui a fait appel deuxième invité, pardon, c'est Jérôme Forest, le premier qui avait fait appel à Entrepreneur et Finance. Tu étais accompagné par Entrepreneur et Finance également? Pas du tout. Ok. Oui. Pourquoi est-ce que tu t'es dit d'entrée de jeu, je vais me faire accompagner par un cabinet M&A dans mon acquisition? Pourquoi je fais ça? On va toucher toujours le même point, c'est la question de maximiser mes chances de réussite et la vitesse à laquelle je vais le faire. Moi, si vous voulez, je suis quelqu'un, au bout d'un moment, je vais décider un truc, je vais le faire. Et je vais le faire vite, parce qu'en fait, j'ai pas le temps. Donc, je me dis, si je prends un Transac, il passe sa journée à faire que ça, à avoir des opportunités, lever des deals. Donc, je le prends pour deux choses. Ce qui travaillait avec son épouse, qui m'aide vachement à screener si vraiment je suis bien motivé à la reprise d'entreprise. Bon, là, il n'y a pas eu de doute. Elle a vite dit, oui, je pense que tu es prêt. Et ensuite, elle m'a aidé. On a fait un boulot. On a pris tous les codes de NAF des boîtes qui puissent exister et de voir les secteurs où ça pouvait évoquer quelque chose chez moi. Donc, on avait classé l'aéronautique, la formation professionnelle, même tout ce qui était très technique, de par mon background d'ingé, et tout ce qui était seconde œuvre, bâtiment. Parce que moi, je suis quelqu'un de projet. J'aime bien partir d'un plan et arriver jusqu'à la réalisation concrète, faire du end-to-end. Et c'est là où on avait identifié le second œuvre bâtiment qui pouvait le proposer, notamment la menuiserie, l'agencement. Donc grâce à elle, on a identifié différents codes de NAF. Grâce à son mari, puisque c'est un couple, à partir de ces codes NAF, on a vu ce que je pouvais me payer ou pas. Donc on avait vu quelques secteurs, on a dit Pascal, il faut 3 millions, je les ai pas, donc en fait on va pas le faire. Et on a screené vraiment sur ces 3 domaines d'activité où lui, il a approché des boîtes pour moi j'en avais approché en direct et ça m'a permis d'aller plus vite, d'être beaucoup plus en mode sniper dans ma recherche. Au lieu de dire je vais voir ce qui se présente, là c'était de dire tu as 3 ou 4 codes NAF, entre guillemets, tu cherches les boîtes que tu peux te payer. Donc on avait travaillé avec une base de données qui s'appelle Diane pour dire voilà le type de boîte, on a récupéré de l'info. On peut imaginer une valorisation de la boîte, ça tu peux te la payer, tu peux pas te la payer, on peut l'approcher, on peut pas l'approcher. Donc c'est un travail de fourmi qu'on a fait comme ça, mais du coup en mode sniper et ça a permis d'aller vite. Tu as mis combien de temps à reprendre? Alors moi, je décide que je veux reprendre en janvier-février 2021. Je quitte mon emploi en août et j'ai repris Batut en janvier 2022. Donc ça a été assez vite. Et est-ce que tu conseillerais à tout le monde de faire appel à un intermédiaire pour accompagner l'acquisition? Ça dépend des persos en fait. Ça dépend des persos. Moi, la personne que j'avais, elle avait bien vu mon profil, bien lu comment je fonctionnais. Et elle m'a permis d'aller plus vite. Comme elle m'a aidé à vraiment définir la grille sur quoi il fallait qu'on cherche comme type de boîte, son travail m'a permis d'identifier plus vite des entreprises, plus vite des opportunités et du coup plus vite aller au deal, quoi. Donc moi je le conseillerais sur des gens qui sont assez prêts et après il faut rencontrer la bonne personne. Parce que il y a une question de feeling quand même, c'est important. Surtout quand on reprend personne physique comme ça, le feeling c'est hyper important. C'est pas impersonnel comme un groupe qui fait une croissance externe, qui veut un apporteur d'affaires. C'est plus que ça. Donc lui, il avait le mandat de vente, il n'a pas pensé à te le suggérer. Comment est-ce que tu l'as fait switcher là-dessus? Comment je l'ai fait switcher en fait? Ce qu'il me dit, j'ai un mandat de vente. Oui, Pascal, cette boîte, je vois bien, mais sauf que tu me donnes tes fonds propres, ce que tu es prêt à investir, c'est le triple. Ah, mais je lui dis, j'entends. Je lui dis, je peux l'acheter vraiment pas cher. Il me dit, non, ça, je vais pas le faire, vu que j'ai le mandat de vente. Mais non, moi, c'est à partir de ce moment-là, je savais que j'avais une opportunité. Comme j'avais travaillé avec des fonds d'investissement, chez Robert Walters et chez Satis, il y avait des fonds d'investissement au capital. J'avais un profil assez intéressant. Et je savais que je pouvais m'adosser à un fonds d'investissement pour augmenter mes fonds propres. Et donc, quand je lui ai dit ça, on en avait parlé, mais là, je lui ai dit, moi, je peux le faire, présenter ce dossier-là à un fonds. C'est ce que j'ai fait. Et du coup, j'ai pu augmenter mes fonds propres et j'ai pu prétendre acheter cette boîte. C'est le sujet d'après, mais je vais continuer sur l'analyse du dossier. Mais on va y revenir. Comment vous avez, là, c'est une question très personnelle, mais comment vous avez géré la partie conflit d'intérêts? Parce que toi, tu l'avais mandaté à l'achat, lui, il était mandaté à la vente. Est-ce que il était le conseil du cédant ou il était devenu ton conseil? Non, il était toujours conseil du cédant. On avait été très clair, c'est une discussion, elle a duré 1 minute 50, ça a été très bref. Il m'a dit, Pascal, t'as compris, je vais être en face de toi. Je lui ai dit oui. Je lui ai dit, tu vas défendre l'intérêt de tes clients, ok. Je lui ai dit, t'as juste un avantage, c'est que tu sais comment je fonctionne.
Donc je lui dis, en termes de discussion, t'es direct, je suis direct, orienté business, on va gagner du temps. Et ça a été, pour le coup, très facilitant. Parce qu'il y a des choses, il me dit, là, mon client, il bougera pas. Là, sois inventif, propose des choses. Donc en gros, il me tendait des perches pour me dire, là, t'as un axe de négo. Et c'est ce qui fait que le deal a pu aller assez vite, où moi, j'ai pu jouer sur des choses, et d'autres où c'était très vite, quand vous achetez une boîte, surtout familiale, il y a 2 ou 3 points, faut pas toucher. En gros, c'est dogmatique, c'est affectif, faut pas y aller. Là, par exemple, c'était quoi? Là, aujourd'hui, moi, si vous voulez, quand j'ai repris la boîte, il y avait une personne qui était dans la boîte, un membre de la famille. Alors, moi, quelqu'un avec qui j'avais eu un très bon feeling, et il lui restait 5 ans à travailler, il fallait qu'il aille jusqu'au bout. C'était le deal, qu'il aille jusqu'à sa retraite. Donc ça, c'était un truc, c'était no way. En fait, tu l'achètes, elle est dedans, ou tu l'achètes pas, en fait. Donc c'est un exemple, hein, mais ça a aidé on a été plus vite, en fait. Au lieu de tâtonner, d'apprendre à se connaître, mais comme on se connaissait. Et même lui, vis-à-vis de ses clients, il disait, Pascal, là-dessus, il est prêt à faire des efforts. Là-dessus, moi, je connais sa situation, ça, il peut pas le faire. Donc ça a été efficient. Alors, tu fais une bonne pub pour les intermédiaires également, parce que nous, on a le contact transparent avec les cédants, avec les acquéreurs. En tous les cas, moi, c'est ma philosophie. J'essaie d'être très transparent avec les 2 parties. Et mon rôle, c'est justement d'arriver à guider tout le monde à avoir les bonnes idées pour faire en sorte que le deal est au bout. Parce que c'est ça, enfin, nous, c'est à ce moment-là qu'on est payé. Donc, c'est hyper important. Mais pas mal de repreneurs individuels essayent de ne pas faire appel aux intermédiaires, que ce soit à la cession ou à l'acquisition, pour essayer d'économiser des frais. Parce que techniquement, à la fin, on est quand même payé, on fait partie du prix de vente. Hein. C'est comme quand tu achètes un appartement ou une maison. Et c'est des très bonnes opérations parfois, hein, attention. Le deal en direct, c'est très bien. Mais c'est quand même parfois facilitant. Déjà, nous, on fait un gros filtre avec ce qu'on appelle les faux cédants. Ceux qui n'ont pas regardé leur droit à la retraite, qui sont pétris de conviction, et en fait, quand ils se rendent compte que ils vont toucher moitié moins, voire un quart de ce qu'ils avaient prévu, ils sont beaucoup moins vendeurs d'un coup, c'est bizarre. Voilà, on se fait ce filtre-là, et aussi on accompagne, sans conflit d'intérêt, mais à la fois les cédants et les acquéreurs, pour leur donner les bonnes lignes et les bonnes branches à saisir pour acquérir ou céder. Est-ce que, toi, tu l'as dit, tu t'es tout de suite projeté? C'était important pour toi de tout de suite te projeter quand tu as visité, dès la première visite? Oui, c'est important parce que quand vous faites un projet comme ça, il faut le sentir. Vous avez, la nature est plutôt bien faite, vous avez des capteurs, il y a des choses où vous dites je le sens ou je le sens pas. Et moi j'ai souvent une phrase, je dis quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. En recrutement surtout. Voilà, exact, ça c'est l'expérience du recrutement, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Et bien quand on achète une boîte, c'est pareil en fait. Quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Il y a évidemment la partie financière que vous étudiez en amont. Donc moi, il y a des dossiers, ça, j'ai pas été plus loin que la lecture des comptes de résultats. Alors, je savais le faire parce que j'avais une culture financière de par mon métier d'avant. Mais quand vous allez dans l'entreprise, il y a des trucs où vous dites, vous le sentez pas, vous voyez par rapport à vos compétences ce que vous pouvez amener ou pas. Et j'en ai visité, je sais pas, peut-être une dizaine de boîtes. Il y a des choses, quand j'ai ouvert la porte, je dis non. Ça va pas le faire, ouais. Non. Parce que c'est un peu comme si j'achetais une maison, quoi. Vous ouvrez, vous dites, non, je le sens pas. Le mec, il me dit un truc, je le crois pas. Et là, faut vraiment vous faire confiance. Le tort, et je l'ai vu, hein, parce que je suis au réseau Entreprendre, j'ai vu des mecs qui ont repris des boîtes. Ah ouais, mais cette boîte, elle est pas mal. En plus, elle est pas loin de chez moi et tout. Alors là, c'est toutes les mauvaises raisons. Là, il faut vraiment arriver, il faut avoir des certitudes. Parce que je vous promets, même quand vous en avez plein de certitudes, du doute, vous en avez quand même. Hein. Donc, il faut vraiment tout ce que vous pouvez éliminer, il faut l'éliminer en amont. Donc, s'il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. On y reviendra sur le réseau Entreprendre, puisque en arrivant ici dans tes bureaux ce matin, j'ai vu il y a pas mal de communication sur le réseau Entreprendre, et j'aimerais qu'on y revienne un petit peu plus tard. Toi, du coup, tu visites, ça t'a tout de suite branché, tu t'es jeté plus ou moins encore perdu dedans d'entrée de jeu, mais quel a été le phénomène star, on va dire, le truc qui t'est dit il me faut absolument que ce soit celle-ci? Alors, il y a juste eu un petit temps de pause sur ce deal-là, je t'explique. C'est, de mémoire, je crois que je suis en mai ou en juin 2021. Il y a une partie de l'immobilier de l'entreprise, et comme tu l'as dit, il y en a un peu d'immobilier quand même, qui était dans l'actif de la société. Et en gros, ben, forcément, ça monte la valorisation, et c'était infinançable bancairement. Donc moi, je leur dis, j'ai une condition, vous sortez tout l'immobilier de l'actif, et je suis très intéressé par votre entreprise. Si vous le faites pas, c'est infinançable, j'achèterai pas. Et là, vous allez voir le lien, c'est que je continue, donc avec mon conseil à l'achat, je vois d'autres boîtes et tout, je suis presque à 2 doigts de faire une offre sur une autre boîte. Et lui, il met une pièce, ça là, je crois qu'on est au mois de septembre, parce qu'il a toujours le mandat à la vente de cette boîte. Il leur dit, écoutez, Pascal, vous me dites que vous avez eu un bon feeling avec lui, c'est réciproque, mais moi je pense que c'est le bon gars pour vous, parce qu'honnêtement, il a des compétences, moi je le connais bien, et puis ça va fitter avec la personne qui va rester dans l'entreprise de la famille. Réfléchissez bien si ça vaut pas le coup pour vous de sortir l'immobilier de l'actif. Et là, c'est l'alignement des planètes.
Eux, ça fait un petit moment qu'ils cherchent à vendre. La boîte, il est vraiment temps qu'il y ait un souffle nouveau, etc. Et en 15 jours, le deal se fait. S'ils disent, OK, on va faire une réduction de capital, on va sortir l'immobilier de l'actif, on va lui vendre que la boîte. Donc là, du moment qu'ils me disent ça, ils me disent, Pascal, est-ce que t'es intéressé? Je dis, ah ben oui, carrément. Là. Je dis, ben oui, je suis plus qu'intéressé, là, puisque maintenant ça devient intéressant. Le deal peut se faire. Et le deal, on signe la LOI en 3 semaines. Donc je signe la LOI de mémoire début octobre. Et je signe l'acte réitératif fin décembre et on close fin janvier. Tu t'es mis au prix d'entrée de jeu ou t'as essayé de négocier un peu sur le prix ou t'es plutôt allé sur les conditions? Non, j'ai été sur les conditions, en fait. Le prix, il faut juste... moi, je fais un calcul très simple. Je le schématise à fond. Vous dites 700 000 euros, OK. Une dette senior, c'est 7 ans, 100 000 euros par an. Est-ce que la boîte génère 100 000 euros de résultats par an? Oui, non. Si elle les fait, vous dites, en gros, la dette, je vais la payer. Je schématise, vous dites naturellement, cette boîte à crash, c'est 100 000 de net comptable, c'est bon, elle va pouvoir se la payer, modulo tout ce que je vais organiser, optimiser dedans. Donc, moi, le prix, c'était pas déconnant. C'est toujours un élément un peu compliqué quand même, le prix, à discuter avec les cédants. Par contre, j'ai vachement travaillé sur ce qu'il y avait à côté. Du genre? Moi, j'avais dit, les bâtiments peuvent m'intéresser, mais pas tout de suite. Laissez-moi un peu de temps pour faire l'acquisition. Aujourd'hui, on a négocié des choses par rapport à la personne qui restait dans l'entreprise, sur ce niveau de salaire. On a négocié sur des compléments de prix. On a négocié, en gros, payer au lieu de payer 100 d'un coup, dire on paye 80 maintenant et 20 plus tard. On a travaillé sur les conditions. Et ça porte ses fruits parce qu'un an après, j'ai racheté les murs. Je les ai payés, je sais pas, peut-être 40 ou 50% de moins que la valeur. Parce que j'avais mis des jalons à ce moment-là. Pour que les gens comprennent, la société, elle n'était pas valorisée 700 000 euros, c'était pour faire l'exemple. Oui, c'était un exemple. Parce que tu as fait intervenir un fonds d'investissement, etc. On va pas donner le prix, mais au cas où... Non, c'est pas la valeur de la boîte. Putain, ils ont fait investir un fonds d'investissement. Non, c'est pas la valeur de la boîte. C'est juste expliquer le calcul. Est-ce que les cédants ont été plutôt facilitants? À partir du moment où vous avez sorti l'immobilier, tu as dit ça allait très vite. Mais est-ce que tu as eu un coup de Trafalgar de dernière minute ou non, ou ça a été hyper naturel, hyper non, fluide? Ça a été très smart parce que moi j'avais un des membres de la famille qui est resté à mes côtés, qui est toujours à mes côtés d'ailleurs 3 ans après. Vu que lui restait dans la boîte, l'intérêt de tout c'était que ça soit smart et propre. Parce que si on démarrait avec un contentieux ou un différend jour 1, ça allait être compliqué derrière. Non, ça a été très smart. Là-dessus, moi franchement, j'ai rien à dire. Alors tout à l'heure, je t'ai mis un frein, mais ça y est, on va pouvoir parler du fonds d'investissement. Donc tu es accompagné de IRDI Capital Investissement. Moi, c'est important qu'on fasse un focus là-dessus parce que tu vois, dans l'imaginaire collectif, le fonds d'investissement, c'est un gros méchant, c'est le fonds de pension américain qui achète des boîtes pour les pressurer comme des citrons et après ils les revendent à la casse, etc., etc. Alors, il faut savoir qu'il y a une grande majorité de fonds minoritaires en France, donc qui n'ont pas la majorité du capital. Il y a des fonds majoritaires également qui font très très bien le boulot et qui font un travail formidable. Et notamment à Toulouse, on a XO Private Equity qui est très fort et qui est très bon, qui ne fait pas que du majo, mais qui en fait. Est-ce que tu peux nous parler, toi, de ton expérience avec ton fonds qui est minoritaire? Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Comment ça s'est fait? Est-ce que tu as fait pitcher plein d'autres fonds et c'est eux que tu as choisis? Enfin voilà. Alors, moi j'avais un avantage, c'est que quand je faisais du recrutement et de la chasse de tête, j'avais travaillé pour tous les fonds. Puisque, voilà, c'est que très souvent, un fonds, et dans ses participations, il va chercher un DG, il va chercher un DAF, il va chercher un directeur des opérations. Donc, par exemple, tu as cité XO, mais moi, on a travaillé pour XO, Naxica, Plirdi, etc. Donc, j'avais travaillé pour plusieurs fonds, donc je les connaissais. Je savais comment ils fonctionnaient. Et quand j'étais chez Satis, on avait des fonds également au capital. Donc, je savais un peu leur approche, on va dire. Donc, moi, comment ça s'est fait? J'avais rencontré en avance de phase certains fonds, parce que j'avais un profil qui était intéressant pour leur dire est-ce que mon profil, dans le cadre d'une reprise, peut vous intéresser, etc. Mais aujourd'hui, n'attendez jamais qu'un fonds vous amène un dossier, ça n'arrivera jamais. Donc c'est à vous d'avoir le dossier. Quand vous avez rencontré des fonds en amont, de dire c'est bon, j'ai le dossier, il me manque des fonds propres, je vais aller voir des fonds. Et moi, c'est comme ça que je l'ai fait. Et donc, j'ai rencontré l'IRDI. Alors, Capital Croissance, aujourd'hui, il faut savoir que c'est un actionnariat. Derrière, il y a la région, il y a le Crédit Agricole, la Banque Populaire. Donc, c'est vraiment... Le concept, c'est de dire, on va permettre à des repreneurs physiques d'avoir des fonds propres pour reprendre des entreprises régionales pour pérenniser l'emploi. C'est assez vertueux comme concept. Bon, après, c'est un fonds. On va pas oublier quand même qu'ils cherchent la renta. Mais c'est... Le concept de base, c'est ça. Donc, moi, je les ai rencontrés, eux. J'ai accroché avec la directrice des participations. Ça aussi, c'est un truc important parce que c'est quelqu'un avec qui vous allez échanger assez régulièrement. Donc, c'est important d'avoir ça. Et on pitch, on prépare un business plan. Ça a une vertu, c'est que le business plan, eux, ils le poussent. C'est-à-dire qu'eux, ils ont le double vice, ou je sais pas s'il faut dire comme ça, c'est qu'ils sont banquiers et ils sont votre actionnaire. Donc, des questions, ils en posent. Beaucoup. Des fois, on dit, ouais, c'est un peu lourd là quand même, parce que moi, j'en avais fait quand même 2-3 business plans dans ma vie. Mais c'est un avantage, c'est que ça a posé beaucoup de questions. Ça a permis d'établir un plan d'action. Et jour 1, tout du moins de manière théorique, je savais ce qu'il fallait que je déroule quand j'ai repris la boîte. Et ça, honnêtement, quand on fait le BP
c'est un peu lourd. Quand on répond aux questions, on dit là, j'en ai marre qu'ils me reposent des questions. Mais ça vous permet de bien creuser le sujet. Et quand vous vous mettez en place, il y a plein de choses, vous savez comment le prendre. Donc moi, ça m'a aidé là-dessus. Et après, sur le financement, on va pas se mentir, les fonds, il y a quand même beaucoup d'argent. Et des fonds comme celui-là, c'est des dossiers qui manquent. Pas de fonds. Enfin, pas de fonds, pas d'argent, je veux dire. C'est de l'argent long. C'est vraiment trouver les bons dossiers. Donc oui, une fois qu'il y a un patron dans lequel il croit, avec un secteur, une entreprise qui a une capacité de développement, on arrive à les convaincre. Et est-ce que tu penses que, au-delà de l'aspect BP, préparation de la reprise, est-ce que, alors maintenant que tu as repris depuis quelques années, au-delà de l'argent, est-ce qu'il y a une valeur ajoutée additionnelle, on va dire, bonus? Alors il y en a deux. Moi, il y en a une première, c'est quand vous allez échanger avec un fonds, il va raisonner sur quelle est la tendance du secteur, qu'est-ce que ça donne, comment vous êtes positionné par rapport au secteur, parce que c'est des gens qui ont beaucoup de chiffres. Moi, je suis un mec de chiffres, je suis un G à la base, j'aime les chiffres, on va dire. Mais ça vous permet de vous positionner, de dire je suis dans la tendance, je suis au-dessus, je suis dessous, comment évoluent les entreprises, etc. Ça, c'est une première vertu. Deuxième vertu, la vie d'actionnaire, c'est qu'on voulait faire de la croissance externe. Eux, on leur propose des dossiers, etc. Donc, ils arrivent à savoir, à avoir des dossiers un peu en avance de phase. Donc, ça, cette vertu-là. Et moi, le fond, aujourd'hui, c'est il m'aide aussi à me projeter. Des fois, en échangeant, Pascal, t'es là, tu veux aller où, comment tu veux le faire, les financements, comment tu l'imagines. Et comme je vous l'ai dit, leur actionnaire, c'est les banques. Donc, quand je veux faire des prêts, c'est vachement bien, en fait. J'ai acheté ma deuxième boîte. J'allais voir les conseillers, des fois j'avais des trucs qui me mettaient des conditions particulières, j'ai appelé le fonds, j'ai dit il me propose ça, non Pascal, il ne va pas te proposer ça, attends je passe un coup de téléphone. Alors là c'est magique ça, puisque là en gros on appelle chaque fois les patrons régionaux, le truc en 3 jours vous avez le dossier qui est posé sur la table, qui est aux petits oignons comme vous voulez, et d'entrée le fonds vous dit à l'heure actuelle, eux ils sont placés, eux ils sont pas placés, ce que tu veux ça peut être un bon joueur, pas un bon joueur. Donc sur la partie financière, bancaire, ça m'a vachement aidé. J'étais beaucoup plus vite. Et est-ce que tu penses que, on parle beaucoup de l'isolement du dirigeant d'entreprise, est-ce que tu penses que c'est une partie de la réponse? C'est pas un associé qui est là au quotidien avec toi, mais est-ce que c'est une petite partie de la réponse ou pas du tout? Petite. Ouais. Petite parce que c'est des gens qui peuvent vous donner des idées par rapport au contexte, par rapport à l'environnement. Ce ne seront jamais des gens qui vont vous dire il faut que tu embauches un patron d'exploitation ou embauches un DIRCO. Parce que trop cher? Non, parce que ils connaissent les grandes lignes de votre projet, mais ils vont rapidement raisonner. Mais c'est pas mal, hein. Ils vont raisonner, de dire t'embauches un DIROP qui coûte, je sais pas, 150 000, dans ton BP, là, ça va passer ou pas? Alors que quand on est patron, maintenant, c'est j'embauche un DIROP, directeur des opérations, pardon, maintenant, parce que je vais structurer la production maintenant, parce que niveau business, je vais croître. Si je ne me structure pas maintenant, dans 2 ans, je suis dans le mur. Ça, c'est des trucs, c'est pas leur vision, ça. C'est une vision assez quand même bancaire et chiffrée, quoi. Du coup, si je résume, tu recommanderais à tout le monde d'aller voir un fonds ou pas forcément? Non, il y a une question essentielle. Est-ce que je suis prêt à partager? C'est la question, alors, elle fait sourire tout le monde celle-là, mais je bosse comme un fou, je développe ma boîte, j'ai une partie de cette boîte qui à la fin ne m'appartient pas. Donc sous-entendu, demain je la vends, sur une base de 100, il y a peut-être 30-40% du capital, en fait, quand il y aura l'exit, c'est pas moi qui prends les sous. Alors ça, tu vois, ça m'intéresse vachement. Parce que j'ai managé des petits fonds dans mon passé. Donc j'avais la gestion avec les dirigeants. Alors quand ça se passe mal, c'est compliqué parce que nous, on a des objectifs de rentabilité et on a des investisseurs derrière. C'était un fonds de private equity, donc c'est des monsieur, madame Michu derrière. Donc eux, ils ont envie de gagner de l'argent, forcément. Le dirigeant n'a pas envie d'en perdre non plus. Mais par contre, quand ça se passe bien, t'as aussi le réflexe de dire ouais les gars, vous avez mis un chèque, vous revenez 7 ans plus tard la bouche en cœur et vous voulez faire un exit, c'est quand même compliqué. Et nous, enfin moi ce que je rétorquais c'est ouais mais t'aurais pas pu faire ton projet si on n'avait pas été là à la base et si on t'avait fait confiance, parce que c'est une question de confiance. Nous surtout c'était des toutes petites poches de 400-500 000 euros. Il y a pas grand monde sur le marché. Et t'as un niveau de risque qui est hyper important parce que c'est une personne pour gérer une entreprise, mais quand l'entreprise fait 10-15 salariés, il y a un niveau de risque qui est quand même très important. Et donc, on t'a fait confiance aussi. Et c'est, oui, certes, on n'est pas là tous les matins avec toi à 6 heures sur le parking à dire aux gars ce qu'ils doivent faire, mais en même temps, sans nous, t'aurais pas pu le faire. C'est exactement ça. Ce qu'on appelle le coût de l'argent. C'est exactement ça. La différence entre un banquier qui est garanti, qui te prête en ce moment à 3,5-4%, un fonds d'investissement, s'il perd, il perd tout. Donc, et il n'a pas de garantie. Donc là, c'est terminé. Et ça, beaucoup de gens ont du mal à comprendre qu'un fonds, ça peut coûter potentiellement cher. Alors, il y a l'argument, et si tu l'as donné, c'est moi, sans le fonds, je n'aurais pas racheté ma première boîte. Je ne serais pas en face de toi en train de parler de ce que j'ai fait d'un point de vue entrepreneurial parce que j'aurais fait 0, en fait. Je n'aurais pas commencé. Ça, c'est le premier point.
ça rassure beaucoup les banquiers d'avoir un fonds. Parce qu'un banquier, par défaut, c'est n'aime pas prendre des risques. Et quand il y a un fonds, il se dit, ah ouais, mais en fait, je vais prendre des risques. Mais le fonds qui est à côté de l'actionnaire, il en prend aussi des risques. Donc ça simplifie les parcours bancaires. Bon, il faut avoir des business plans qui tiennent la route, évidemment. Mais ça simplifie les parcours bancaires. Et comme je l'ai dit, moi, là, le fonds que j'ai, il y a des banques et tout qui sont dans son actionnariat. Donc ça me permet d'aller plus vite. Et demain, si on veut faire d'autres croissances externes, si à un moment donné, la holding manque de fonds propres, je sais que je peux appeler le fonds à un moment donné et dire, bon, mais il me manque X de fonds propres, est-ce que vous êtes prêt à jouer ? Et ça permet de déployer plus vite. Et tu as fait que du capital ou tu as fait du capital et de l'obligataire, du quasi-fonds propre ? Les deux. Les deux, ouais. Tu as fait le spread. Ouais, j'ai fait du capital et de l'obligation convertible. Alors, tu l'expliqueras de manière peut-être plus compréhensible que moi. Alors, pas que t'es pas technicien et moi je le suis, mais j'aimerais avoir ta vision, justement, de l'investissement. Alors, pour quelques personnes, je pense que là, ils savent pas du coup tout de quoi on parle. Donc, est-ce que tu peux expliquer un petit peu, justement, ce qu'on appelle le spread entre le capital et le quasi-equity ? Alors, aujourd'hui, il y a deux choses. Il y a la première chose, quand j'ai constitué ma holding de reprise, il y a une part du capital. Donc, on raisonne sur une base 100%. On met un chèque sur la table, et admettons sur 100, le fonds va mettre 30 et moi j'en mets 70. Donc, en gros, 30% appartient au fonds et 70% à moi. Donc là, c'est une première chose, c'est du capital. C'est des fonds propres. Et il y a une deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle des obligations convertibles. C'est-à-dire, je vais vous mettre 100 000 euros sur la table. Donc, ils sont considérés comme des fonds propres vis-à-vis des banquiers. C'est de l'apport. Sauf que vous avez des périodes où ça se négocie avec les fonds, 4, 5 ans, et toujours 7 ans, parce qu'en gros, une dette senior, c'est 7 ans. Donc, à la fin des obligations convertibles, ça sera au maximum 7 ans. Et moi, par exemple, j'ai négocié plusieurs traites au bout de 5 ans et au bout de 7 ans pour dire, je rembourserai ces 100 euros, admettons. Modulo, j'ai pris un prêt, modulo, j'ai fait beaucoup de bénéfices, je vous les rembourserai. Sinon, le fonds, ils convertissent. C'est-à-dire, au bout d'un moment, ils vont diluer. Ils vont dire, mais la part du capital, c'est 100 000 euros. Vous me les remboursez pas, mais moi, je me rembourse en prenant du capital, en fait. C'est comme ça. Donc, le fonds va monter au capital. L'idée, c'est ça. Mais ça, les deux leviers, ça permet d'avoir plus de fonds propres. Et vous, ça vous permet d'avoir de la dette échelonnée différemment. Pour schématiser à l'extrême, une obligation, c'est de la dette privée. C'est, voilà, le fonds te prête 100. Ça coûte modulo 10% par an à peu près. C'est exactement ça. C'est ça le coût de la dette privée. Leur système de garantie à eux, c'est que si tu ne les rembourses pas pour X ou Y raison, ils transforment. C'est ça. Voilà, ils convertissent cette dette, enfin en tous les cas le montant de capital restant dû, en capital. Et là, toi, tu te fais surdiluer. Tu te fais diluer. Et du coup, souvent, tu es chez ton fonds. Le fonds passe majo. Et donc, toi, tu deviens le minoritaire. Et donc, tu deviens tributaire de la décision du fonds. Exactement. C'est ça. Voilà. Donc, oui, c'est de la dette. À 10%, ça coûte cher. Mais par contre, ça évite de se diluer. Et si demain, tu as un de tes confrères qui vient te voir et qui te fait un gros chèque, tu seras assez heureux d'avoir 70% de ta boîte versus 40% si tu avais dû faire 100% en capital. On en a parlé, du coup, on va rentrer un peu dans le vif du sujet par rapport à l'acquisition de l'entreprise. La reprise, jour 1, à quoi ressemble l'entreprise et qu'est-ce que tu as en tête ? Je m'étais préparé psychologiquement. Moi, j'ai un tempérament un peu fonceur. Je réfléchis, mais je suis un peu fonceur. Je m'étais dit, Pascal, pendant 3 mois, t'analyses, t'écoutes, mais surtout, tu ne fais rien. 3 mois, c'est les 100 jours ? C'est les 100 jours. C'est long, hein. Parce que rapidement, quand j'avais fait le tour des ateliers et tout, il y a des choses, je le voyais, mais vraiment grand comme une maison. Mais je m'étais dit, Pascal, t'arrives sur un métier où tu connais pas, tu regardes. Alors, quand je vous dis je fais rien, je suis caricatural. Mais on n'a pas tout renversé le jour 1. Et il y a une anecdote, et elle schématise bien la boîte. Le soir, le premier jour, donc le soir où je viens d'acheter la boîte, on fait un petit pot avec des gâteaux et tout pour que je me présente, etc. Je me souviendrai toute ma vie de ce moment-là. Donc il y a les personnes des bureaux qui descendent, les personnes de l'atelier, les personnes de la pause. J'ouvre la porte de l'atelier. Derrière moi, il y a la comptable qui me dit cette phrase, mais je l'oublierai jamais. Ah, mais c'est pas mal les ateliers. Et là, je m'arrête, je la regarde. Comptable depuis combien de temps ? 20 ans. 20 ans dans la boîte, je lui dis pardon. Ouais, elle me dit c'est pas mal les ateliers. Je dis mais ça fait 20 ans que vous êtes dans l'entreprise. Elle me dit non, mais j'y suis jamais rentré dedans. Et là, je me démonte pas, je la regarde, je lui dis eh ben ça va vous changer. Et c'était pour vous donner une image de la boîte tellement elle était. C'était un truc un peu hégémonique, quoi. Tout était coupé, compartimenté, les services parlaient pas entre eux, etc. Donc ça, c'est l'image de la boîte quand je la prends, en fait. Tout était compartimenté, les gens de la compta allaient pas au milieu de l'atelier, etc., quoi. C'était lunaire, quoi. Pour que les gens puissent visualiser un peu de quoi on parle, tu as des travées, donc tu as des ateliers qui doivent faire,
Plusieurs milliers de mètres carrés. Ouais. Plusieurs milliers de mètres carrés chacun, avec des cours. Enfin, c'est très à l'ancienne. Exactement. Un peu comme le Michelin à Clermont, où tu as ton travail, ton atelier, et tu vas pas parler avec l'atelier d'à côté. C'est exactement ça. Et tu as 14 000 mètres carrés de ça. 14 000 mètres carrés, 20 salariés. Donc, je vous laisse imaginer. Donc, ça, c'est l'image de la boîte. La boîte a été complètement compartimentée. J'avais l'impression, moi, surtout, j'avais bossé dans des boîtes comme Safran où il y a des milliers de personnes, mais c'était pareil. En fait, c'était dans des bâtiments, on s'envoie des mails, quoi. C'était ça l'image de la boîte quand je l'ai repris. Donc, en termes de conduite du changement, il y avait un vaste projet, ouais, quand je suis arrivé. Et le 101e jour, du coup, qu'est-ce que tu as fait? Le 101e jour, ça y est, c'était parti, c'est dans la bataille. 101e jour, non, en fait, je l'ai dit en plaisantant, mais ça m'a aidé, j'avais des idées. Comme je l'ai dit, j'avais bossé avec le fond, moi j'avais pas mal bossé aussi avec le mec qui était déjà dans la boîte, quelle était sa vision, je confrontais beaucoup avec lui. Moi j'avais une vision, on va dire, industrielle de mon parcours et je voulais avoir sa vision, lui, d'opérationnel. J'ai posé beaucoup de questions, j'étais beaucoup dans l'atelier pour comprendre qu'est-ce qu'ils font, etc. Avoir une légitimité, ça c'était important pour moi, parce que je suis ingé, mais je suis menuisier depuis 3 ans, donc en gros, il me sortait des termes techniques, je comprenais rien en fait. Et là, mon expérience Robert Walters m'a aidé à poser des questions très très ouvertes pour que les gens aient l'impression que je connaisse, alors que je comprenais rien ce qu'ils me disaient au début. Donc ça m'a aidé. Donc c'était vraiment capter de l'info et de dire qu'est-ce qui peut marcher, pas marcher, quelles personnes vont être avec toi, moteur pour faire bouger les lignes, quelles sont les personnes où eux, le changement, ça va être très compliqué. Donc en fait, ce sas de 100 jours, il m'a aidé pour ça. Et je sais qu'avec le recul, les gens me l'ont dit. Ils m'ont dit, au début, tu as été présent, tu as écouté, t'as posé beaucoup de questions, tu t'es intéressé à ce qu'on faisait, etc. Je me suis rendu légitime, en fait. Et quand j'ai appuyé sur le bouton, où on a beaucoup fait bouger les ateliers, on les a reconfigurés, etc., j'avais déjà les premières légitimités, les mecs étaient prêts, en fait. Et ça a eu cet avantage-là. Le conseil que je donne, j'en ai parlé avec un confrère avec qui on ensemble Réseau Entreprendre. Lui a fait un peu cette erreur, c'est-à-dire le jour 1, il est arrivé en disant les gars, vous allez voir ce que vous allez voir, on va tout changer. Et là, ça fait 1 an et demi, il rame. Parce qu'au lieu de se mettre les gens avec lui, il y en a certains, il se les a vraiment mis contre lui. Et sur des petites structures comme les nôtres, c'est pas évident de redresser le cap après. On peut peut-être ouvrir la parenthèse Réseau Entreprendre dès maintenant, parce qu'après on va rentrer encore plus dans le vif du sujet du post-acquisition. Est-ce que déjà tu peux le présenter rapidement, en 2 phrases? Alors Réseau Entreprendre, en fait, le concept est assez simple. Pour créer de l'emploi, il faut qu'il y ait des entrepreneurs. C'est basique comme France, mais ça marche bien, c'est assez efficace. Donc en fait, c'est un réseau où il y a des entrepreneurs qui se réunissent de manière bénévole, ça c'est important. C'est un truc qui est clé, notamment par rapport à l'accompagnement. Donc ils se réunissent de manière bénévole pour accompagner des gens à la reprise d'entreprise. Donc par exemple, pour moi, comment ça s'est matérialisé? J'ai eu un accompagnement pendant 2 ans, on se voyait tous les mois. J'avais un entrepreneur, pour tout un tas de raisons. Coach parrain. Exactement. Mais lui, il touchait 0. Donc en gros, il prenait pas les décisions à ma place. Mais tous les mois, on faisait des points. Ok, t'en es où? T'as fait quoi? T'as des sujets que tu veux qu'on aborde? Et il me faisait beaucoup l'effet miroir. De dire, ben voilà, j'ai fait ça, j'ai ça comme idée, qu'est-ce que t'en penses? Et il me disait, Pascal, tu me dis des choses, voilà ce que je comprends, voilà ce que je vois. C'est concordant, c'est pas concordant, etc. Ça a une valeur inestimable. Ça, c'est un truc, ça m'a beaucoup aidé. Il y a des accompagnements financiers aussi, ça aide, hein, ça peut jusqu'à 40 000 euros. Évidemment, avant d'être accompagné, il faut présenter un business plan, on passe en commission, etc. Mais des choses assez classiques, j'ai envie de dire, mais qui peuvent aider des fois. Ça peut aider à des pitchs en vue d'aller voir des banquiers, etc. Mais moi, c'est l'accompagnement qui m'a aidé. Parce qu'en plus, j'ai été 2 fois lauréat du Réseau Entreprendre. La première fois, ce qu'ils appellent starter, c'est pour la reprise d'entreprise. Et après, j'ai eu 2 ans après booster parce qu'on était en forte croissance. Et là, par contre, j'ai 3 patrons qui m'accompagnent 1 fois par trimestre. T'as 3 parrains. Et là, j'ai 3 parrains. Et ouais. Là, c'est du luxe, quoi. Alors moi, ça fait quelques années que je suis plus membre du réseau pour diverses raisons, mais voilà. Mais souvent, alors j'étais au Réseau Entreprendre Poitou-Charentes. Poitou-Charentais, c'est normal. Et tu vois, à l'époque, il faisait très attention de justement mettre des gens très différents. Tu as une menuiserie, tu n'auras pas un menuisier qui va venir te voir. Ça, c'est vrai. Moi, j'ai accompagné une personne qui était en train de monter un projet dans le domaine de l'image et du jeu vidéo. Quand tu fais de la finance, t'es un peu loin de la créativité des personnages de manga. Voilà, donc, et c'était ce qui était intéressant, c'est que j'avais ce côté très mathématique et elle avait le côté très créatif. Et ce qu'on nous dit, parce qu'un jour tu seras membre de l'autre côté, je serai de l'autre côté, ouais. Tu l'es déjà ou pas encore? Pas encore, j'ai fini la partie booster, après ça sera mon tour. Et tu verras, ce qu'on nous dit, c'est surtout pas de dire il faut faire ça. C'est de renvoyer un effet miroir toute la journée en disant voilà, j'ai compris ça, est-ce que j'ai bien compris? Et en reformulant, on se rend compte de beaucoup de choses. Donc c'est important. Ouais. Ça, et puis les réponses. On a un patron, il a plein de questions. Plein de questions. J'ai ça comme idée, etc. Et ne serait-ce que de la verbaliser
que l'autre vous la reformule, 9 coups sur 10, il y a des moments où on dit non, en fait, mon idée est peut-être pas si terrible. Ou à l'inverse, des moments où vous dites non, mais en fait, ouais, c'est sûr, c'est évident. C'est évident, c'est ce qu'il faut que je fasse. Mais vous avez quelqu'un en fait qui est là à votre écoute, qui n'est pas juge, ni juge, ni parti. Il est juste là, lui, c'est volontaire de vous accompagner. Donc il n'a pas intérêt à vous dire fais ça ou fais ça. Il s'en fout en fait. Et il n'a pas d'intérêt capitalistique ou quoi que ce soit. Et moi je sais, ça m'a aidé. En me disant Pascal, tu attaques 5 projets de front le même mois. Ok, très bien. Tu vas le gérer comment opérationnellement? Dis-moi, ouais, on l'échange. Et rien qu'avec cette question de dire ouais, bah, en fait il faut peut-être pas attaquer les 5 d'un coup. Il faut peut-être en attaquer que 2, les 2 vraiment prioritaires, et en phase. Ça, et après, moi j'avais dit, alors je les avais fait sourire au comité d'engagement, quand ils m'avaient demandé qu'est-ce que vous recherchez, j'ai dit le même mec que moi avait 20 ans de plus. Donc là ils avaient rigolé. Mais je leur ai dit c'est quelqu'un voilà, qui a cette dynamique entrepreneuriale, développeur assez forte, mais qui ait 20 ans d'expérience de plus que moi, parce qu'il a vécu des choses, il y a des erreurs qu'il a peut-être commises, il va m'éviter de les recommettre. Et moi ça m'a aidé. Et on a réussi à développer beaucoup l'entreprise en 3 ans. Ça a une part assez significative, parce qu'il y a des choses que j'avais en tête, et lui m'a partagé ses expériences. Et il m'a évité des erreurs où il y a des choses, je m'y suis pris différemment. Du coup, c'était quoi tes premiers gros chantiers quand tu as démarré? Alors, mon premier gros chantier, moi, j'avais une école et j'avais un gros bâtiment public pour la région qui était à Labège. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est un projet où il y avait quasiment 1000 portes. C'était vraiment un très, très gros chantier. Et ça, là, on est rentré dans le vif du sujet parce que vous avez une dimension logistique qui est importante. Vous devez livrer étage ou demi-étage par demi-étage. Et là, ça a permis de mettre vraiment les mains dedans. Direct. Et je t'ai pas posé la question tout à l'heure, mais l'accompagnement de ton cédant, comment ça s'est organisé? C'est un accompagnement plutôt long terme que vous avez fait. Alors aujourd'hui, le cédant en lui-même, c'était le président qui, lui, jour 1, il est parti, puisque moi, tout ce qui était gestion, j'en avais pas forcément besoin. Et on va être honnête, on avait des approches différentes. Moi, je ne suis pas du tout quelqu'un qui compartimente les équipes. Au contraire, je veux qu'elles soient ensemble et qu'elles échangent ensemble. Et après, le deal, c'est que j'avais un des membres de la famille qui restait à mes côtés sur l'aspect technique et lui qui m'accompagnait sur du long terme. Et il est toujours à mes côtés, d'ailleurs. Il est toujours à tes côtés et ça se passe bien? Ouais, très bien. Très, très bien. Humainement, c'est un mec génial. Et on a vraiment trouvé notre place tous les deux. Comment t'as fait pour justement que vous trouviez chacun votre case? On a parlé beaucoup en amont, avec les compétences qu'il avait, que j'avais, les choses qu'on allait mettre en place. Et après, des fois, je peux avoir un discours assez affirmé, mais j'essaye de plus en plus, et je le fais beaucoup. J'écoute. Et donc lui me faisait son retour terrain. Quand on avait des idées, je lui dis voilà, on pourrait mettre ça en place. Il me dit fais attention à tel et tel écueil. Et ça nous a fait gagner du temps. Il y a des choses, il me dit ouais, ce que tu proposes, c'est une bonne idée. Fais juste attention à ça. Et ça, il est même moteur pour le changement maintenant. Et quels étaient les principaux défis que tu t'es mis au départ? Enfin, le 101e jour, même avant d'ailleurs. Mais c'était quoi les premiers objectifs, premiers défis que tu t'étais fixé? Alors, connecter l'équipe. L'équipe n'était pas du tout connectée. Il n'y avait pas de travail d'équipe, il n'y avait pas d'esprit de groupe. Donc ça, c'était hyper important. C'était, je schématise, hein. C'est pas la faute de la pause, non, c'est la faute de l'atelier et vice-versa. Non, mais la comptable, elle n'a pas compris. Là, c'était leur dire, les gars, en fait, on rame tous dans le même sens. Et en fait, s'il y a un problème, c'est la faute de tout le monde. Parce que si à la fin, on ne livre pas le chantier, on fait pas la facture, on n'a pas de chèque, donc en fait, tout le monde a perdu. Ça a été un travail de tous les jours, et ça l'est encore, hein, pour vraiment que les gens travaillent ensemble et se simplifier la vie, parce que les gens, et ça c'est mon expérience chez Safran, où j'avais fait des formations dans tout ce qui était le lean, etc. Mais la meilleure formation, moi je l'appelle, c'est le BSP, le bon sens paysan, des trucs très très simples. Réunir les gens, au niveau de la pause, ils avaient des problèmes, ils n'arrivaient jamais à finir un chantier, il manquait tout le temps quelque chose. En fait, les gars, il leur manquait juste les outils pour pouvoir bien travailler. Donc on a fait, d'ordre de grandeur, je crois que j'ai acheté pour 3 ou 4 000 euros d'outils pour les gars de la pause. Et du jour au lendemain, il y a des sujets qui ont disparu. Parce que les mecs avaient ce qu'il faut pour bosser. Et ils n'avaient plus l'argument pour ne pas faire. Ils avaient le matos qu'ils avaient demandé, qu'on avait vu ensemble, etc. J'ai fait la même chose ensuite au niveau de l'atelier, où on a fait des gros investissements. On fait la maintenance qui va bien, donc les machines sont opérationnelles. Maintenant, on travaille sur la numérisation en amont pour faire tous les meubles en 3D et pour pouvoir faire les programmes en direct au niveau des machines. Ben, les gars, ils ont tout ce qu'il faut. Donc des fois, je leur dis, quand il y a un truc qui marche pas, je leur dis, expliquez-moi ce qui vous manque. Et très vite, la conversation s'est courte, en fait. Parce qu'il y a des trucs, en fait, ils se sont juste pas parlé, ou un mec a pas pris le sujet au bon moment pour faire en sorte que ça sorte en temps et en heure, quoi. Tu fais contrairement à l'adage. Dites-moi ce qui vous manque et je vous expliquerai comment vous en passez. Non, c'est pas du tout mon concept. C'est pas du tout mon concept. Et après, il faut pas tomber dans le panneau, quoi. Faut pas tout le temps, c'est pas la surenchère, mais de dire à les gens, moi, j'ai une approche, le but, c'est que les gens, ils puissent travailler de manière confortable.
Je suis pas du tout dans l'approche de dire les gars, je vais faire plus avec moins, etc. J'ai eu un DG à la fin quand j'ai quitté Satis, c'était pas le même que celui qui m'avait recruté. Ça, c'était sa cam, ça. Faire plus avec moins. Ça, c'est le genre de truc, ça me faisait péter les plombs, ça. C'est de dire oui, faire des économies, oui, je travaille sur mes frais fixes, mais c'est à un moment donné de dire, écoute, le mec, il a juste besoin d'une petite circulaire avec une règle pour pouvoir faire du travail nickel, soigné et tout. Ok, ça coûte 500 balles. Ok, c'est cher. Mais derrière, il peut travailler de manière confortable, en sécurité, et le mec, il a le sourire. Et ça, maintenant, moi, c'est un truc que j'apprécie, c'est que j'ai le retour, j'ai fait mes entretiens individuels cette année, je vois des populations qui étaient, excusez-moi l'expression, un peu hargneuses il y a 3 ans, qui maintenant disent, ouais, c'est bien, on a ce qu'il faut pour bosser, quoi. Et moi, c'est important. Les gars, il faut qu'ils soient contents, qu'ils soient à l'aise pour travailler. Alors, c'est pas le monde des bisounours, hein, mais c'est, voilà, qu'ils soient confort. Est-ce qu'il y a eu un moment sur ces 3 ans où tu t'es dit, punaise, on va avoir du mal à changer les bonnes vieilles habitudes? J'avais une chance que beaucoup ont vu comme un risque si j'avais une pyramide des âges relativement élevée. Et moi, je l'ai vu comme une opportunité parce que j'avais une idée de ce que je voulais faire. Et j'ai dit, des gens de 58, 59 ans, alors il y en a qui sont très malléables, très flexibles. C'est pas forcément la majorité sur le type de population que j'ai dans l'entreprise. Donc j'avais dit, tu vas naturellement embaucher des gens et tu vas te les prendre, entre guillemets, avec le mindset qui va bien par rapport à ce que tu vas faire de la boîte. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a aidé. Et après, il y a certaines personnes qui sont parties parce que ça matchait pas avec ce qu'on voulait faire, tout simplement. Mais c'est pas grave, hein, c'est la vie d'une entreprise. Est-ce que tu as un exemple d'un des principaux changements culturels ou organisationnels que tu as fait? On a visité les ateliers tout à l'heure. Tu m'as donné un bel exemple avec un atelier pour les portes, mais est-ce que tu peux nous dire les principaux changements que tu as fait également au niveau des bureaux, par exemple? Un exemple au niveau des bureaux, nous, comme tu l'as dit, on a un site qui est très très grand et j'avais presque un salarié par bâtiment. Donc on a fait une chose très simple, on s'est tous mis au même étage, tous ensemble, et la porte elle est tout le temps ouverte. Donc pour que l'information circule, qu'il se passe un événement à 9h, à 9h10 tout le monde est au courant et on agisse. Ça, c'était un gain immédiat énorme. Et surtout, les gens ne pouvaient pas dire « Ah ben, je ne savais pas ». On a mis en place des comités de pilotage toutes les semaines, avec une équipe restreinte pour travailler sur des sujets de fond. On a mis en place des points réguliers pour planifier l'organisation entre la pause et l'atelier. Et c'est la même personne, mon patron d'exploitation, qui pilote tout ça. C'est pas la pause contre l'atelier, mais c'est ensemble. On va bâtir les plannings pour faire en sorte que l'atelier sorte aujourd'hui ce qui sera posé demain. Et pas dire « Ah mais j'avais pas compris, machin ». Et à la fin, on vous dirait les 4 fois faire la même chose. Et après, au niveau des ateliers, la chose qu'on a mis en place, comme tu l'as vu, on a beaucoup investi et on a fait des flux de production très lisibles. C'est-à-dire même quelqu'un qui arrive, qui connaît rien à mon métier, qui arrive au milieu de l'atelier, il comprend. Il arrive, il dit « Oui, là, je comprends que vous êtes en train de couper des panneaux. Là, je comprends que vous êtes en train de les usiner. Et en face, je vois qu'il y a des postes de montage, vous êtes en train de les monter. Donc, je rentre par une porte, il y a un panneau, et à l'autre porte, il y a un meuble qui est monté. » Donc, c'est des choses très simples, très faciles à lire pour se repérer et même pour les gars. De voir, là, il y a un endroit... Il y a 3 palettes de panneaux devant la machine, on ne les a pas découpés. Bon, mais le goulot, il est là. C'est là où il faut faire l'opération commando pour que ça se passe bien derrière d'un point de vue opérationnel. Il y a plein de choses à faire encore, hein, parce que moi, j'ai des standards aéronautiques et tout, mais ça me tombe dans l'extrême. Mais des choses visuelles simples pour que les gens se repèrent. Ouais, ça se voit, c'est un atelier où on voit vraiment le flux. C'est ça. On voit littéralement le flux opérationnel. C'est quoi la majeure décision que tu aies prise? La plus grosse. La majeure décision que je prends, c'est très vite. Juin 2022, donc ça n'échappe pas. Janvier 2022, je reprends. Juin 2022, on a fini les 5 jours là. On est sur un marché, on est en pleine guerre en Ukraine, augmentation du prix des matériaux. Nous, on est sur des marchés négociés avec des prix fixes, sauf qu'on achetait beaucoup plus cher. Donc la marge, instantanément, a fondé comme neige au soleil. On n'en a pas parlé, mais ton métier, c'est principalement de l'appel d'offres. Oui, aujourd'hui, oui. Tu fais tes chiffrages à un instant T, le temps que le dossier se fasse, etc. Tu livres à un instant Y et t'es payé à un instant Y. Exactement. Et entre les deux, en période d'inflation, c'est compliqué. C'est très chaud même, c'est très très chaud. En 2022, c'était très très chaud. Non, là, et du coup, on prend une décision, c'est de dire aujourd'hui, on va sortir du métier pur de la menuiserie, à savoir acheter, poser, dans la majeure partie des cas, sur on va fabriquer le maximum possible. Alors j'avais les ateliers, j'avais tout pour, mais c'est quelque chose qui historiquement s'était perdu. Donc là, on prend la décision de faire beaucoup plus de mobilier sur mesure, de répondre à ce type d'appel d'offres, parce qu'on dit là, on a une valeur, on va être beaucoup plus difficile à sortir du marché. Parce que quand vous faites des marchés, vous faites 200 ou 300 000 euros de mobilier, c'est pas un mec seul dans son garage qui sait le faire. Par contre, je suis schématique, vous faites 200 ou 300 000 euros de portes, vous avez une armée de poseurs qui les posent, vous pouvez vous en sortir. Donc nous, c'était aller vraiment sur des marchés générateurs de marge, générateurs au maximum de valeur ajoutée. Et de là, en découle un investissement de plusieurs centaines de milliers d'euros en termes de machines,
le recrutement d'un patron d'exploitation pour gérer la charge, la capacité, etc. Ça, c'est la décision qui a fait complètement pivoter l'entreprise. Et là, il y en a d'autres qu'on prendra sur la deuxième partie de l'année. Comme tu l'as très bien dit, on est beaucoup soumis à l'appel d'offres, trop. Et là, le but, c'est d'essayer de se placer différemment par rapport à notre marché ou à d'autres marchés pour être moins soumis aux appels d'offres et essayer de générer plus de marge, de valeur, etc. Et donc, tu as repris Battu en janvier 2022. Juillet 2023, donc 18 mois plus tard, tu reprends Gaillac. Ouais, gamme aménagement. Ouais. Gamme agencement. Un an et demi après, alors ça va vite. Mais comme on prend ce virage au niveau du immobilier, on se rend compte qu'on a un problème de compétence, vraiment, sur fabriquer des meubles. Ça a l'air stupide, un meuble, mais c'est tout sauf facile à faire. On est sur certains domaines d'activité. Et là, en fait, en achetant cette entreprise, on capte la compétence en agencement mobilier. Et on capte des marchés, notamment tout ce qui est des domaines de la pharmacie, du retail, où on n'est pas du tout. Donc quand on fait cette acquisition, c'est capter de la compétence. On va pas se mentir, on massifiait nos achats et on réduisait nos frais fixes, on les amortissait sur plus de personnes. Et on allait sur des nouveaux marchés. Donc c'est la raison pour laquelle on achète cette deuxième entreprise aussi vite. Parce que on en a parlé ce matin quand je suis arrivé, mais tu as rapatrié cette société ici. Bon, tu as de la place. Oui. Comment est-ce que tu as réussi à gérer le déménagement, déjà d'une part, d'un point de vue organisationnel, mais aussi d'un point de vue humain? Est-ce que les salariés ont suivi? Est-ce que tu as eu des déconvenus? Parce que quand tu achètes une entreprise, tu achètes du matos, tu achètes des clients, mais tu achètes un savoir-faire qui est dans la tête des hommes. Et des hommes. Ouais. Avec un grand H. Exactement. C'est pas facile. Quand j'achète cette entreprise, j'ai ça en ligne de mire, de me dire à la fin, tu vas tout mettre au même endroit, tu vas rationaliser. La chose qui nous fait accélérer, c'est qu'on travaillait beaucoup sur le business des pharmacies. Et milieu d'année dernière, le business de la pharmacie rencontre une crise qui est toujours présente, assez violente, où il y a un grand coup de frein. Et là, vous vous retrouvez où le niveau d'activité, pas du jour au lendemain, mais quelques semaines après, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Et là, vous dites, par rapport au projet que j'avais en tête, par rapport à ce qui se présente au niveau du marché, il faut le faire. En fait, il faut aller beaucoup plus vite par rapport à ce que tu as imaginé. Moi, j'avais imaginé le faire, 24-36 mois. Là, ça faisait un an que j'avais pris la boîte. Et je dis, Pascal, il faut que tu le fasses. T'as pas le choix. Parce qu'aujourd'hui, tu vois pas clair devant. T'as qu'un seul truc à faire. C'est réduire tes frais fixes au maximum, centraliser, et pour faire en sorte que même si, in fine, tu fais moins de chiffre d'affaires, mais t'as moins de frais fixes, et donc en gros, tu craches le même résultat. Donc là, humainement, honnêtement, c'est pas un moment facile. Parce que vous allez rencontrer des salariés, ça fait un an qu'ils bossent avec vous. Ils sont contents. Ils disent, ouais, j'intègre un groupe, il y a une grosse boîte à côté, il a investi à côté. Et là, vous allez les voir, leur dire, il y en a, ça faisait. Alors, il n'y avait pas une grosse ancienneté dans cette boîte, ça fait 4-5 ans qu'ils étaient là. Et vous allez les voir et vous leur dites, bon, mais je vais te dire que soit tu restes là, mais tu travailles dans un atelier, demain tu vas faire de la pause. Soit tu vas aller dans l'autre atelier qui est à 45-50 minutes de route, ou soit on va faire en sorte que ça s'arrête. Et je vous avoue, quand vous avez toutes les personnes en face de vous, vous êtes seul, il y a un art de cercle en face de vous qui écoute, ils se doutent ce qu'ils vont vous dire, mais là vous le formulez, c'est pas le meilleur moment de ma vie quand même. J'avoue, c'est un moment compliqué à vivre, mais vous savez que là c'est le côté patron qui doit prendre le dessus et il faut le faire en fait. Il y avait 10-15 personnes? Non, là c'était un site plus petit, il y avait 7 personnes. 7 personnes. 7 personnes. Donc là, aujourd'hui, en fait, pour tout dire, j'ai rendu les clés lundi, donc le 31 mars, j'ai restitué les locaux là-bas. Et le personnel n'a pas suivi, parce que les gens, on leur a proposé, mais ils n'ont pas voulu déménager parce que c'était trop loin pour eux. Ça, c'est quand vous avez des populations avec des cadres, vous arrivez à peu près à les faire bouger. Quand vous avez des populations avec des compagnons, c'est plus dur. Moi, je l'avais vécu dans d'autres expériences. C'est plus compliqué de faire bouger des compagnons parce que il y a des niveaux de salaire différents. La compagne ou le conjoint a un boulot et ils ne peuvent pas partir du jour au lendemain. Donc voilà, ça c'est un truc qu'on a fini de transférer. On a tout rapatrié au même endroit et maintenant on a tout sur le même site, mais avec les deux sociétés. Et d'un point de vue savoir-faire, du coup Alors d'un point de vue savoir-faire, il y a des choses où on a fait en sorte de former les équipes, mais évidemment on ne remplace pas 5-6 ans d'ancienneté par 5 jours de formation. Donc il y a des choses, on essuie quelques plâtres. On ne va pas se mentir, le début de l'année, on a eu notamment une expérience, on a un peu galéré, quoi. Mais bon, on apprend, et puis l'idée, moi souvent ce que je dis, c'est des fois on ne sait pas qu'on ne sait pas, mais on y va, et on s'en sort. Donc on ne fait pas tout bien le premier coup, mais maintenant on y arrive. Là je vois, on travaille sur une pharmacie, ça se passe bien, quoi. Maintenant il n'y a plus de sujet. Et comment tu arrives à impliquer tes équipes justement dans cette transformation? Aussi bien les équipiers que le bureau. Alors le bureau c'est peut-être un peu plus facile, mais tu l'as dit, c'était une boîte de menuiserie mais qui faisait beaucoup de l'achat-pose. Aujourd'hui tu fais beaucoup de conception, construction, assemblage. Comment est-ce que tu arrives à mener ce projet de remonter la chaîne de valeur finalement? On échange beaucoup avec les gars.
moi, je vais toujours dans les ateliers, je discute. Alors, il y a des points formels, un peu de discussion. On fait en sorte d'avoir des points où on échange, où est la boîte, où on veut aller, etc. Donc, on le partage. Mais quand vous avez une population, j'insiste, avec beaucoup de compagnons, c'est l'échange informel le matin quand vous dites bonjour. Celui-là, il a de l'impact. Le discours du patron en prenant un verre, ouais, bon, ok, j'ai entendu les grandes lignes, mais il faut le tri. Le discours quand je serre la main, les 5 minutes de discussion où le mec vous pose des vraies questions du changement, ça là, le compte. Donc, nous, ce qu'on leur a expliqué, beaucoup, et au début, moi, je le véhiculais, et maintenant, ça y est, j'ai commencé à avoir une garde rapprochée, entre guillemets, une équipe qui me fait le relais, c'est de leur dire ce que je t'ai expliqué tout à l'heure. Aujourd'hui, on achète des choses, on les pose, il y aura toujours quelqu'un qui le fera moins cher que nous, on n'est pas différenciant. Par contre, fabriquer des meubles sur mesure, répondre à des gros projets, ça, c'est différenciant. Et en plus, pour vous, vous allez voir, les gars, vous allez aller dès le maîtrise sur terrain, participer à quand on fait les plans d'exécution pour que vous donnez les détails techniques par rapport à la pose à la fabrication, les fabriquer, et en plus, vous savez quoi, vous allez le poser sur place quand on fait le témoin. C'est hyper valorisant pour les gars. Ils se disent, ce truc-là, je l'ai pris de l'idée jusqu'à j'ai posé le meuble concret. Et les gens se l'approprient beaucoup, ils s'en sont fiers. Et moi, le meilleur truc, c'est quand j'ai un mec dans l'atelier qui prend en photo son meuble. Ça, moi, j'adore ça. Parce que le mec, il est fier. Il est fier, et là, des fois, on a eu fait un très beau chantier, c'est la maison du rugby à Toulouse, on a fait un bar, un truc somptueux. Le mec, il finit, au milieu de l'atelier, il prend des photos, il me dit « T'as les photos quand c'est posé, t'as les photos quand c'est posé ». Et là, ça génère une fierté, une appartenance. Et c'est ça qui est vachement bien. J'ai rien contre les portes, mais on est moins fiers d'avoir posé une porte qu'en avoir fait un super bar ou un truc comme ça, quoi. Ouais, le bar est visible sur ton site internet et de fait, il est magnifique. Exactement, voilà. Et ça, c'est des trucs... c'est valorisant. C'est valoriser les personnes, en fait. Et ta garde rapprochée, c'est des membres de l'ancienne équipe? C'est tes gars que tu as recrutés ou c'est un mix des deux? C'est un mix des deux, mais aujourd'hui, il y a plus de nouvelles personnes, de par la pyramide des âges, ce que je t'ai expliqué. Ouais. Plus de nouvelles personnes, et t'es un peu obligé parce que on arrive out of the box un petit peu en termes d'approche. Et on déroulait depuis 20 ans sur une certaine dynamique, et là, on arrive avec un nouveau concept. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes nouvelles, et il y a un phénomène qui est impalpable, mais très souvent, quand vous avez recruté quelqu'un, c'est que vous avez senti son potentiel, vous lui avez expliqué, vous lui avez vendu votre projet, donc c'est qu'il a adhéré. Du coup, il va le déployer parce que c'est ce qui l'a convaincu. Donc lui, il sait qu'au jour 1, il arrive, il déploie un projet. Quelqu'un qui est déjà présent dans l'entreprise, c'est un peu plus compliqué parce qu'il était configuré sur un mindset, un mode de fonctionnement. Il faut le convaincre, il faut l'amener, et par défaut, mais c'est humain, hein, il va revenir sur l'ancien concept dès qu'il va être dans une zone d'ombre. Alors que quelqu'un qui arrive de l'extérieur a une expérience déjà, donc peut-être des choses que vous allez dérouler, mais il l'a déjà fait. Donc pour lui, il n'y a pas de zone d'ombre, il n'y a pas d'inquiétude, et il sait qu'il est là pour ce projet-là. Donc ça, c'est voilà. Avec le recul, avec une baguette magique, qu'est-ce que tu aurais fait différemment si tu avais voulu faire quelque chose différemment? C'est une bonne question, ça. Qu'est-ce que j'aurais fait différemment? Bien que j'ai pris le temps, et des fois j'ai été trop vite. Il y a des fois j'ai été trop vite. Faut savoir que des entreprises, notamment quand on les reprend, il y a une histoire, il y a des us et coutumes. C'est pas une start-up. Vous n'allez pas retourner le modèle en 3 jours. Donc il faut être sur une grosse dynamique, mais il y a des gens, vous leur faites peur en fait. Parce que vous faites voler un éclat tout leur quotidien, c'est générateur de stress pour eux. Donc moi, peut-être il y a des choses qui sont évidentes, qui ne m'inquiètent pas du tout. Pour eux, c'est insurmontable. Donc il y a des moments, je pense que j'ai été vite, et il a fallu faire des petits pas de recul. Et c'est assez vrai sur des fonctions administratives. Parce qu'il y a eu, ouais, c'est là où j'ai un peu plus galéré. Peut-être sur un mec plus de terrain. Sur des fonctions administratives, on a bougé des choses. J'ai considéré peut-être un peu trop vite des choses comme acquises, alors qu'en fait, ça l'était pas en fait. C'est ça, c'est pas aller trop vite. Il faut impulser une vraie dynamique, mais il faut accepter qu'il y a des moments, il y a des temps de pause, d'assimilation. Et tu penses que c'est que justement tu es trop terrain et trop dans les ateliers et pas assez dans les bureaux, ou rien à voir? J'ai trop d'idées. J'ai trop d'idées, et comme je le dis des fois à la personne qui s'occupe des RH, je lui dis, mais imagine-toi, maintenant j'ai 40 ans, je me filtre, je vous dis pas tout ce que j'ai en tête, sinon je vous ferais peur. Elle me dit, non, c'est bon, tu nous en dis déjà assez. Je suis tout le temps le coup d'après en fait. Ce qui est bien parce que ça me challenge, etc. Mais il y a des gens, ils se disent, ouais, il va jamais s'arrêter. Et il faut accepter d'avoir des temps de pause, un peu de souffle. Parce que ça tire sur les équipes. Quand vous passez de 2 à 4 millions en 3 ans, j'ai pas recruté 4 comptables, quoi. Donc la comptable, prend des charges de travail beaucoup plus importantes. Il faut accepter qu'il y a des moments où il faut un peu souffler, stabiliser, verrouiller pour remettre à l'étape d'après, quoi. Est-ce qu'il y a eu un moment de doute ou de stress particulièrement important que tu as eu sur ces dernières années? Le doute, c'est tous les jours. Les doutes, c'est tous les jours. Un patron qui ne doute pas, il vous ment. Non, des doutes, c'est tous les jours. Enfin, des questions. Des doutes profonds, pas forcément.
Des fois, quand vous avez toutes les planètes qui s'alignent pas, c'est compliqué quand même. Vous dites, je me suis mis dans un truc là, c'est chaud quand même. Aujourd'hui, j'ai le poseur qui est malade, j'ai la machine qui est en panne dans l'atelier, j'ai un client qui hurle au téléphone, j'ai la comptable, elle a un problème sur le logiciel de compta, on peut pas envoyer facture. Il y a des moments où vous dites, des fois j'étais salarié, c'était pas mal quoi. J'avais pas tout ça en tête. Donc des doutes, on en a tout le temps. Et il faut qu'on en ait, je pense. Parce que celui qui a plus de doutes, pour moi, c'est le début de la fin. Et après, si vous avez l'intime conviction, moi j'ai toujours voulu faire ça. Donc à aucun moment je me suis dit, j'ai fait une connerie, j'aurais jamais dû faire ça. J'ai jamais connu ça. Parce que moi je suis un mec qui foncièrement je regarde devant, tout le temps. J'essaye de retenir un max des leçons du passé, mais je regarde tout le temps devant, en me disant, bon, on va trouver la solution, on va s'en ressortir. Chaque écueil qu'on rencontre va nous aider sur l'étape d'après. On dit souvent, tous les problèmes trouvent sa solution, et derrière, ça nous aide, tous les écueils. Bon, après, je vous avoue, quand vous êtes bien au fond de l'ornière, des fois, quand même, c'est compliqué de se dire, demain, ça sera mieux, quand même. Ça, c'est pas faux. Mais des doutes, toujours. Et après, non, moi, j'ai toujours été assez focus. Et tes équipes d'ici n'ont pas eu peur quand tu leur as dit on va racheter une autre boîte au bout de 18 mois? Tu vois, ils auraient pu se dire bon, bah ça y est, il passe au projet d'après. Il nous a cassé les pieds, maintenant il part sur un autre projet pour leur casser les pieds à eux. Comment tu as réussi à contrôler ça, tant au niveau communication qu'au niveau management et pour les faire adhérer au projet aussi? Alors, ça, c'est compliqué. Oui, ça a été vite. Et quand je dis j'aurais peut-être été un petit peu moins vite, c'est une des raisons. Parce qu'en fait, on avait investi dans les machines, donc on avait mis quasiment 300 000 euros, on avait refait tout l'atelier, on avait changé les marchés, et pour moi, dans ma tête, j'étais là, next step. Sauf que les gars, ouais, c'est bien, tu nous as mis des machines, on a gagné les marchés, mais attends, faut que ça produise, il faut qu'on concrétise. J'avais recruté des personnes, mais comme je dis, les temps de souffle, ils l'avaient pas eu. Donc eux, là où ils ont eu peur, c'est qu'ils se sont dit, il nous a complètement retourné le modèle, là, il va falloir qu'on envoie comme des fous, et en fait, on sait pas trop comment on va s'y prendre. Donc là, ça a généré du stress sur ça. Et au début, surtout, c'est une société que j'avais achetée, la deuxième, cette personne petite, où le patron, il prend beaucoup de place. Donc j'étais beaucoup absent, et je l'ai vu. On a fait des erreurs bêtes, il y a des choses qu'on a refait, il y a des choses où les gars, on a généré du stress par des problèmes de communication. Donc c'est là, quand je dis une des erreurs, quand j'étais trop vite, il a fallu que je revienne sur le terrain, mais comme je dis, sur de l'échange informel, pas sur du pilotage opérationnel, mais de dire, les gars, on est là, je comprends, c'est compliqué. On est passé je suis schématique, 10 meubles par semaine à 10 meubles par jour. Oui, mais regarde, on a investi dans des machines, on a mis des choses en place. Avant, tu marchais 1 kilomètre pour faire ton meuble, maintenant tu as tout à 3 mètres autour de toi. Enfin, rassurer, expliquer, marquer les étapes, tout. C'est important ça. C'est important de prendre le temps en fait. Mais après, c'est des personnalités ça. Quel conseil tu donnerais aujourd'hui à quelqu'un qui veut reprendre une entreprise? Aussi bien personne physique que croissance externe. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Ça, c'est un truc important. Quand je tire sur la croissance externe, s'il y a des choses où vous ne les sentez pas, il y a des zones d'ombre, il faut beaucoup creuser. Ou s'il y a quelque chose, il faut se faire confiance en fait. Quand il y a un truc, vous dites, il y a un truc qui cloche, mais j'arrive pas à mettre le doigt dessus, faites-vous confiance. Faites-vous confiance, c'est pas le bon moment, c'est pas le bon deal, c'est pas le moment de le faire. Moi, je sais que si je refais une croissance externe, il y a des choses, je m'y prendrais différemment. Parce que j'avais des petits signaux qui s'étaient allumés sur certaines choses, j'ai pas voulu les écouter parce que j'étais hyper emballé. Maintenant, je pense qu'il fallait que je les écoute. Ouais, ça avait le recul. Mais après, l'entrepreneuriat, c'est une super aventure. En fait, il faut être un peu aventurier. Moi, hier soir avec... on était plusieurs entrepreneurs, c'est ça qui nous anime en fait. On a tous des problèmes tous les jours. Il n'y a pas une boîte où il n'y a pas un problème. Hier soir, je discutais avec quelqu'un, il a découvert qu'il avait un gros problème avec sa DAF, qui était sa pierre angulaire. En fait, c'est quelqu'un qui avait des problématiques avec l'alcoolisme, il ne l'avait pas vu, il est obligé de s'en séparer. Il avait tout prévu, tout calculé. Poum, ça lui tombe sur le coin du nez il y a 3 jours, quoi. Et ça, c'est tous les entrepreneurs. Mais après, c'est cette volonté d'entreprendre, de faire bouger les choses. Et ça, si vous l'avez, il faut le faire. Et justement, qu'est-ce que tu préfères dans ton quotidien aujourd'hui? Il n'y a pas de jours qui sont pareils. Je fais jamais la même chose. Je fais jamais pareil. Je peux être le matin sur un petit sujet opérationnel, à midi discuter de mon budget, l'après-midi voir me manquer, fin de journée aller voir un client pour un gros projet, et le soir discuter d'investissement de machines-outils. C'est hyper varié, hyper riche. Je fais jamais la même chose en fait. C'est quoi ton objectif final? Quand est-ce que tu te dis ça y est, j'ai atteint l'objectif, j'arrête? Je vends par exemple, je décide de vendre. Je crois qu'il n'y a pas de fin en fait. Moi je raisonne avec des jalons, par exemple à 7 ans. Les dettes seniors c'est 7 ans. Là je me projette à 7 ans. Voilà, je dis ok, ce premier jalon là. Je pense que je vais beaucoup raisonner comme ça.
Mais quand on est patron, ma perception tous les jours, je vois un océan d'opportunités tout le temps. Et il y a des moments où ça me frustre, il y a des trucs où je me dis, on pourrait faire ça, ça marcherait super bien. Faut faire des choix. Enfin, choisir, c'est renoncer, on le dit, mais il faut faire des choix. Il y a des trucs, il faut accepter de les faire, pas les faire. Après, je pense qu'il y a mon environnement perso qui jouera, parce que j'accorde beaucoup d'importance à mon côté perso. C'est un équilibre qui est pour moi très très important pour un entrepreneur, parce que je pourrais travailler 15 heures par jour, j'aurais jamais fini. Et l'équilibre perso, il aide. Mon fils, quand il voit son père le soir, c'est son papa, quoi. C'est pas le patron, enfin, il se tape. Je suis désolé, je suis un peu péjoratif, mais il voit son père, il est content parce qu'il peut jouer, faire un pulse, quoi. Que je suis patron d'une boîte ou 10 boîtes, c'est pas son sujet. Et ça m'aide beaucoup, et je sais qu'à un moment donné, pour l'avoir connu avant, si ça prend beaucoup de place, le côté entrepreneurial, je sais que par rapport à mon côté perso, il y a des moments où je ferai des choix. Ou il y a des moments où je dirais, Pascal, stop, va pas plus loin parce que ça va empiéter sur ça et c'est trop important. J'ai vu des patrons, ils croulaient sous les millions, mais ils arrivaient à 60 ans, ils vendaient la boîte, ils étaient seuls. Ça, je veux pas. Ça, je veux vraiment pas, en fait. Ça, c'est un truc qui me fera prendre des décisions. Et tu conseillerais tes enfants de devenir chef d'entreprise, d'entreprendre en tous les cas? Après, on a des personnalités différentes. Moi, j'ai 4 enfants, par exemple. J'ai mon grand, il a un petit côté artiste. Je sais que ça va être son kiff, ça va être ça. Le petit, il adore les machines. Il va dans mon atelier, il voit un Fenwick, il est super heureux, en fait. Donc oui, si je sens qu'ils ont cette fibre-là, cette volonté de faire bouger les choses, je les encouragerai. Mais moi, par exemple, j'ai aucune velléité de dire j'ai une boîte, j'ai un groupe avec l'idée que mes enfants le reprennent. C'est pas du tout un truc qui m'anime au quotidien. Parce que c'est mon projet. C'est mon truc. Quelque chose qui peut-être quelqu'un le verra comme beaucoup de contraintes. Moi, j'y vois beaucoup d'opportunités. Donc, je veux pas leur imposer ça. Donc oui, s'ils en ont envie, je les encouragerai, je leur donnerai mes retours d'expérience, mais je les forcerai pas du tout. Dernière question. Si tu pouvais parler au Pascal de 2021, qui s'apprête à racheter sa première boîte, qu'est-ce que tu lui dirais? Tu vas rencontrer plein d'écueils, de problématiques, plein d'opportunités, mais franchement, tu vas te régaler et tu as fait le bon choix. Et 3 ans après, je suis convaincu que j'ai fait le bon choix. Merci beaucoup, Pascal. Merci à toi. Je remercie Thibaut Dupieris pour le montage et les équipes de Conseil Finance et Transmission pour leur soutien sur cette belle aventure. N'hésitez pas à nous contacter pour nous suggérer des invités ou des thèmes que vous souhaitez aborder. Ce projet n'est pas seulement le mien, je tiens à ce qu'il évolue avec ses auditeurs.